back in that bag again. Whoa, whoa, yeah, yeah. Hey, 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 hey. Back in that. Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Sanders Talk. Aujourd'hui, je suis en présence d'Isabeau Courdurier. Donc Isabeau, pro rideuse en VTT enduro, c'est 55 podiums en Coupe du Monde, 3 titres et un titre de champion du monde. Et aujourd'hui, elle va nous raconter son histoire. Yes. Salut Isabeau, ça va? Salut, ça va et toi? Bien, tranquille. Alors, une petite présentation. Ouais, je m'appelle Isabeau Courdurier, j'ai 30 ans, je viens du sud de la France et je fais du VTT depuis que j'ai 6 ans. D'accord. Au niveau de ton parcours de vie, ton enfance, J'ai vraiment eu une enfance, on va dire, assez sportive parce que j'étais hyper speed, il fallait que je canalise mon énergie, donc je courais autour de la maison littéralement. c'est hyper actif. Ouais, vraiment hyper active jusqu'à ce que je trouve le VTT où en fait ça a canalisé toute cette énergie. D'accord. Je fais ma première compète à l'âge de 5 ans Mhm. et après ça a déroulé assez naturellement parce que ça me plaisait, ça a vraiment été un coup de foudre avec ce sport-là. Ouais. En parallèle, j'ai toujours mené mes études de front et D'accord. puis voilà, ça s'est fait sans forcer, on va Ok. dire, jusqu'à ce que je termine mes études et que j'atterrisse dans un team pro. Ok. J'avais pas vocation à être professionnelle, je l'avais jamais envisagé, Ouais, ouais. mais c'est les étapes de la vie qui ont fait que J'imagine. ça m'a mené jusque-là. Et du coup, comment est-ce que tu as débuté dans le vélo? Comment tu t'es mise au vélo Je me suis mise au vélo grâce à mon frère en fait, plus ou moins. J'ai un grand frère qui a 4 ans de plus que moi et en fait je le suivais un petit peu dans toutes ses activités. Ouais. Donc il a fait du judo, j'ai fait du judo et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il fasse du VTT et pour le coup j'allais le voir sur les compètes avec mes Ouais. parents et je leur disais mais ça a l'air trop bien, inscrivez-moi, je vais en Ouais. faire une. Du coup j'ai fait ma première compétition sans avoir fait de VTT en club ou quoi que ce soit, direct une compète. D'accord. Et ça a été direct dans le dur, j'avais rien compris à ce qui se passait, mais je m'en souviens comme si c'était hier, j'avais D'accord. 5 ans. Et en fait, ça a été le déclic de fou. Et je me souviens, quand on était sur le retour de cette petite course locale, j'ai demandé à mes parents de m'inscrire au club de VTT. D'accord. Et l'année d'après, j'ai rejoint le club, sauf que j'étais trop jeune. Ah. Donc il a fallu que ma mère vienne avec moi pour pouvoir me ramener si jamais je n'étais pas en capacité Sur les sorties, tu veux dire, sur les sorties VTT en club, si j'étais pas capable de suivre. Et en fait, elle a jamais eu à me ramener. Mais du coup, ça a vraiment mis Ouais. toute ma famille au VTT. Et du coup, ça a vraiment été une histoire de famille. D'accord. Donc du coup, ta mère s'est mise au vélo en même temps que toi. Ma mère s'est mise au VTT du coup en même temps que moi. Elle a rejoint le club et elle en a fait avec moi dans le club de VTT pendant des années. Ok. Mon père en faisait aussi un petit peu avec nous. Donc en fait, souvent les week-ends, on allait faire des Sortie randonnées. famille. C'était super. Ah, c'est cool. C'est cool. Et du coup, ta famille t'a toujours poussé dans cette voie-là et t'as pas eu de Alors, réticence par rapport à... Parce que c'est quand même dangereux comme Ils m'ont sport. jamais poussé. Ouais. Jamais poussé dans le sens où des fois on voit des parents qui sont un petit peu trop derrière les gamins, leur imposer, on va dire. Mais par contre, ils ont toujours été là. Ils m'ont toujours soutenu à 100%. Ils ont fait tous les déplacements en compétition avec moi jusqu'à ce que j'ai 18 ans. Et souvent, ça m'a impliqué de partir un petit peu tous les week-ends sur les routes. Ouais. Donc j'ai vraiment eu cette chance-là de les avoir avec moi. Ils m'ont toujours accompagnée. Et surtout, mon père qui gérait un peu l'aspect mécanique. Ouais, Donc il a dû apprendre finalement en même temps que moi parce que je faisais les TRJV. C'est des compétitions où il faut vachement adapter le vélo. Donc il y a eu tout cet aspect, on découvre le sport ensemble et on y va à fond. Ouais. Mais voilà, j'ai vraiment eu la chance qu'ils me soutiennent quand ça marchait et quand ça marchait pas non plus. D'accord. Donc non, c'était une super relation. C'était une histoire de famille du coup. Une histoire de famille à 100%. D'accord. Et au niveau de ton tout début de carrière, tu as traversé des moments difficiles, notamment dans le cross-country, où tu as vécu des moments pas faciles. Est-ce que tu peux nous développer? Ouais, alors en fait, le cross-country, à l'époque, il y avait vraiment une image du corps qui était très particulière. Donc, c'est-à-dire qu'il fallait avoir un certain physique Ouais. pour être considéré finalement un petit peu comme athlète. Et moi, j'ai toujours été très musclée, très solide. Et pendant l'adolescence, j'avais pris un peu de poids. Donc, j'avais cette image de moi où en fait, je pouvais pas prétendre faire du cross-country si j'avais cette image-là de mon corps. Et plus combiné à des facteurs un petit peu familiaux qui étaient très difficiles. Donc ça m'a mené dans un espèce d'engrenage où en fait j'ai commencé à développer un petit peu des troubles de l'alimentation. D'accord. J'ai mis plus de 10 ans avant de réussir à mettre le mot dessus et à en parler. Mais parce que je pense que quelque part il y avait une certaine honte et t'as pas envie de montrer cette faiblesse. Bien sûr. Mais en fin de compte, je me suis aperçue que ça touchait vraiment énormément de monde dans le VTT et qu'il fallait en parler pour toutes ces jeunes filles qui sont dans ces moments difficiles.
Et en fait, bah, voilà, ça m'a suivi pendant un petit moment, jusqu'à ce que en fait, je trouve la force, grâce au vélo, d'aller un petit peu mieux. Et en fait, où j'ai converti un petit peu toute cette espèce de tristesse et de mal-être que j'avais dans le vélo. Donc, coup de pédale après coup de pédale, ça allait un petit peu mieux. Ton mot, si je puis dire. C'était un et ton échappatoire. médicament, Ça a été finalement un gros échappatoire de cette période-là de ma vie. Et en fait, bah, ça y est, voilà, ça m'a pris des années avant de. Je peux pas dire que j'ai mis ça complètement derrière moi, parce que des fois je le sens, tu sais, c'est là, c'est sournois, ça pointe un petit peu et tu sens la crise venir. Et puis, je pense que tu peux jamais complètement dire que c'est derrière toi. Mais en tout cas, ça va vraiment mieux et ça m'a pris du temps. Et je pense qu'en fin de compte, en parler, c'est important. Je pense que moi, j'ai mis du temps aussi à sortir de ça, parce que j'en ai parlé à personne. C'est normal. Je te dis, j'ai mis 10 ou 15 ans avant d'en parler à ma mère. Donc, c'est quand même. C'est pas facile. Ben, écoute, déjà, c'est beau que tu en aies pris conscience et que tu puisses en parler. Et ça peut toucher, je pense, pas mal de personnes, comme tu dis. Et il y a des gens qui se reconnaîtront dans ton parcours. Et vu ce que tu as accompli malgré ça, ben, ça donnera la force, j'espère, à plein de petites jeunes qui te regardent. Du coup, ben, tu as commencé dans le cross-country et tu as fini dans l'enduro. La transition, tu peux nous expliquer? La transition, je la dois à une amie d'enfance avec qui j'ai fait tout mon parcours en cross-country, que tu connais très bien aussi, Morgane Sèche, notre copine marseillaise. Et en fait, un jour, j'étais encore à fond dans le cross-country, mais ça commençait à être vraiment dur, parce que je n'ai jamais suivi un parcours aménagé au niveau des études. Donc j'étais au lycée, j'avais des horaires de malade, j'arrivais pas à m'entraîner. En cross-country, dès que t'es pas entraîné, tu peux pas performer. Et si tu performes pas, franchement, le plaisir, moins 12 000. C'est clair. Donc c'était vraiment une période un peu compliquée où je tournais sur le circuit de Coupe de France, mais sans vraiment m'éclater. Et elle m'a dit, viens, Val d'Alos, il y a une compète d'enduro, tu vas voir, c'est super cool et tout. Moi, j'avais un vélo de freeride à l'époque qui pesait genre quasiment 20 kilos. Et je me suis dit, tu sais quoi, vas-y, banco, je pars avec mes parents, Val d'Alos. Aucune idée de ce qui m'attendait. Et en fait, c'était la Tribe 10 000, genre la course la plus dure d'enduro quasiment que tu pouvais faire à l'époque. Donc j'ai vraiment galéré tout le week-end, j'arrêtais pas de crever, de casser des trucs sur mon vélo qui n'était pas du tout fait pour ça. Et au final, ça a été le déclic de fou. Je me suis éclatée, c'était génial. Ça a ravivé la flamme. De fou, ça m'a relancé complètement. J'ai découvert un truc. En fait, il s'est passé exactement la même chose que sur cette première course de cross-country. Sur le retour, j'avais, je crois, 17 ans à l'époque. J'en ai parlé à mes parents. Je leur ai dit, franchement, mais c'est ça qu'il faut que je fasse, quoi. C'est l'éclate. Et du coup, l'année d'après, j'ai rejoint Morgane dans l'équipe qui était soutenue avec le magasin de son père. Et j'ai fait une saison de super enduro en Italie, Coupe de France, à leur côté. Et c'est ce qui m'a un petit peu permis de mettre le pied à l'étrier en enduro. C'est cool, c'est cool. Du coup, est-ce qu'à cette période-là, tu avais un ou une idole, quelqu'un qui t'inspirait et qui te donnait envie d'eux, ou c'est venu de toi et puis tu as fait ton petit chemin? J'ai toujours eu Anne-Caroline Chausson vraiment en idole pour sa façon de rouler. Et en fait, c'est ce truc de se dire qu'en fait, elle se considérait pas, tu vois, différente des mecs sur un vélo. Et j'ai toujours trouvé ça fou. Elle est badass quand même. Elle est complètement badass. Et moi, elle m'a toujours inspirée, cette faculté à pas avoir de frontières et d'aller rivaliser avec des mecs, de sortir un palmarès de fou furieux, une régularité hors norme. Et en même temps, cette personnalité, on le voyait déjà à l'époque. Moi, je la suivais sur son site internet. Tu vois, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait rien. Donc, du coup, c'était juste au travers des interviews et de son site internet que je la suivais. Mais ouais, j'ai été carrément fan. Et en fait, bizarrement, tout le temps où je faisais du cross-country, mes idoles étaient en DH. J'ai jamais eu d'idole en cross-country. Et moi, ce qui me faisait rêver, c'était la DH. Je m'imprimais des photos de DH, de vélo de DH même, et ça me faisait déjà vibrer. Donc je pense qu'il y avait ce petit truc, tu vois, qui était là, jusqu'à ce que je passe en enduro. Surtout qu'en plus, elle est pluridisciplinaire, quoi. Carrément. Dans le BMX, elle a tout cassé, dans le VTT, elle a tout cassé, que ce soit en enduro, en descente, truc. Elle a toujours été là. C'est une machine. J'ai eu la chance justement après de pouvoir rouler avec elle, et ça c'est quand même c'est une chance de fou, quoi, de rouler avec ton idole d'enfance et qui en fin de compte tu roules, tu fais les compètes avec elle et en plus elle te prend un peu sous son aile, elle te donne des conseils. J'allais te demander ça, pour moi c'était le rêve absolu.
T'avais Bah, quelqu'un qui t'a pris sous son aile et qui a... On peut pas vraiment dire qu'elle ait eu un rôle de mentor parce que Ouais. je la voyais que sur les compétitions, Bien sûr. mais en tout cas, elle m'a toujours donné des conseils et Ouais. il y a des conseils que j'ai appliqués mais tout au long de ma carrière, Ouais. même des fois des détails que j'ai Ouais. gardés. Donc elle a vraiment eu ce rôle de conseil. Ouais, Et après, j'ai jamais eu vraiment voilà, de mentor à proprement parler. d'accord. Si je devais dire la personne qui m'a le plus accompagné dans ma carrière, finalement, c'est Cédric. Bah ouais. Il n'a pas eu un rôle de mentor à proprement parler, Directement, mais mais on va dire de conseil et d'accompagnement. il était là, Ouais. Il était là pour quand Il était j'avais présent. besoin d'être un peu rassurée et de passer le next step, on va dire. Ouais. Ok, ça marche. Et durant ta carrière, maintenant que tu as une certaine période derrière toi, ta plus grande rivale depuis le début de ta carrière, tu considérerais qui comme... Alors, je dirais même pas forcément Dans le sport, bien sûr, hein, je rival, parle pas ouais, forcément bien de sûr. vie, Mais du coup, forcément, est-ce que toutes les personnes qui ont suivi l'enduro auront Cécile en tête Ouais, c'est clair. par rapport à moi, et c'est clair. Alors, je la considère. Enfin, moi, j'aime pas le mot rival Ouais, bien parce sûr. que c'est pas mon état d'esprit et tout. Ouais. Mais par contre, si je dois dire la personne qui finalement m'a tiré le plus vers le haut grâce à la compétition, ça serait Cécile. Parce que du coup, voilà, elle a eu ce rôle un petit peu où elle dominait la compétition pendant un moment. Ouais. Et où en fait, moi je partais et dans ma tête au début, je me disais, bon, ben voilà, au mieux je vais faire deuxième. D'accord. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris un coach mental pour essayer de casser ce schéma et de me rapprocher d'elle. Et j'ai réussi petit à petit à aller grappiller du temps. Je l'ai battue une fois dans ma carrière. Et en fait, bah voilà, elle a complètement joué un rôle pour moi de me faire progresser. Ouais, bien sûr, bien sûr. En fait, ça Donc, tirait du le coup, niveau voilà, vers le haut, forcément, quoi. si je devais avoir quelqu'un en tête, ça serait Ouais. Cécile. D'accord, ok, intéressant. Au niveau de ton expérience sur la scène internationale, qu'est-ce que c'est de vivre une saison complète de Coupe du Monde pour quelqu'un qui n'y connaît absolument rien? Bah déjà, c'est toujours une chance d'avoir la chance de vivre de ta passion et de Ouais. pouvoir voyager grâce à ça. Mhm. Au-delà de ça, ce que je retiens le plus de toutes ces années à voyager dans le monde grâce au vélo, c'est les rencontres. Ouais. Et en fait, c'est magique. Je pense que dans le VTT, il y a vraiment une communauté de passionnés. Ça crée un lien de fou avec les gens. Et en fait, peu importe où tu vas dans le monde, tu peux rencontrer des personnes que tu connais pas. Et grâce au vélo, tu auras tout de suite Bien sûr. un déclic C'est qui va fonctionner. Et je pense que voilà, ça m'a vraiment forgé aussi une identité et ça m'a permis d'évoluer en tant que personne. Ouais. Donc non, je suis très reconnaissante en fait déjà. Ouais. Et je pense que ce qui m'a motivée toutes ces années à donner le meilleur, c'est aussi ça en fait. Ouais. De me dire que tu as une chance unique, en fait, de faire ça. Il y a beaucoup de monde qui rêverait de pouvoir le faire. Donc en fait, si tu le fais, il faut l'assumer, il faut aller jusqu'au bout. Il faut te donner à 300% H24 pour ça. Donc du coup, c'est là où des fois la frontière elle est mince après entre ta passion, ton travail et tout ce que tu vas donner comme sacrifice. Ouais. Mais je veux dire, voilà, quand tu regardes, que tu prends un peu de recul, que tu lèves la tête, tu te dis ah ouais, C'est c'est clair. cool. Parce que tu as accompli, c'est clair que ça en valait la peine. Et au niveau du circuit mondial, quand je parle de la scène internationale, pour les gens qui ne savent pas, c'est plusieurs manches à travers le monde dans des pays différents au cours de la saison et il y a un classement général. Donc, quelle était ton étape ou ta course préférée en termes d'ambiance, public, la piste, enfin tout quoi? Franchement, du coup, j'ai pris plus de, je crois que c'est 80 et quelques départs en Coupe du Monde. Donc c'est difficile de devoir en choisir qu'une seule. Mais du coup, je dirais plutôt des endroits géographiques. Bien sûr, bien sûr. Et si je devais je dirais que déjà l'Amérique du Sud, pour moi, ça a été un vrai coup de foudre. Pour les gens, ça a été exceptionnel d'avoir la chance de rouler en Colombie, au Chili, en Argentine. Et il y a une vraie atmosphère, les gens sont passionnés de sport et ils te poussent. C'est un truc de fou, clairement. Moi, j'avais jamais connu ça avant. Ensuite, je dirais que l'Italie, pour moi, c'est aussi un pays que j'adore. J'adore rouler en Italie. Il y a une culture du vélo qui est très forte là-bas. Et puis, c'est un petit peu là. J'ai commencé sur le circuit italien au début. Donc, forcément, il y a un petit peu cet aspect émotionnel. Je me sens très liée. Ouais, je me sens super liée à l'Italie. Et après, la Colombie-Britannique, Whistler, tout ça, c'est tellement mythique. Ça, je dirais que c'est vraiment pour l'aspect mythique. Je veux dire, c'est le paradis du VTTiste, l'incontournable. Donc, la Colombie-Britannique pour ça. Ok, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Et du coup, sur les courses, moi, je viens de la descente, donc on a une piste à mémoriser. Vous, en enduro, ça marche un peu comme le rallye, pour ceux qui ne savent pas. Tu as en moyenne 6 spéciales, je dirais. Ouais. Et du coup, dans le week-end, vous devez retenir les 6 spéciales. Comment tu fais pour retenir en si peu de temps? Alors,
La particularité de l'enduro, c'est qu'en fait, tu as une journée de reco, où sur cette journée de reco, tu vas faire tes 6 spéciales. Admettons, tu en as 6, on va dire que c'est entre 5 à 7 max. Elles sont toutes différentes et elles ont toutes une durée variable. Donc, tu peux avoir des spéciales très courtes de 2 minutes, 2 minutes 30, et des spéciales qui vont jusqu'à 15, 20 minutes. Et du coup, tu n'as qu'un seul passage sur ces pistes pour les mémoriser. Donc, c'est hyper difficile. Tu peux pas te rappeler de tout. En moyenne, on est sur des chronos total cumulés de spéciales qui vont de 20 à 40 minutes. Donc, c'est vraiment pas facile, sachant que souvent, tu roules le lendemain. Donc, tu n'as qu'une soirée pour faire ton travail de mémorisation. Du coup, tu bosses avec les GoPro le soir. Pour tout mémoriser. Donc, déjà, moi, ce que je fais, c'est qu'en amont de la compétition, je vais marcher. On a le droit de repérer à pied comment descendre. Donc, je vais faire mes track walks sur les pistes que j'estime importantes, clés dans mon week-end de course. C'est souvent des journées à 14 bornes de marche minimum, donc on s'use un petit peu. Et ensuite, sur ma journée de reco, je vais avoir une GoPro avec moi. Et le soir, je vais me repasser les GoPro pour essayer de les mémoriser. Il faut savoir qu'en moyenne, le travail de GoPro le soir, il fait entre 2 et 4 heures. C'est un travail monstrueux et c'est souvent ce qu'on ne voit pas en enduro. On ne se rend pas compte à quel point c'est du taf. Tu viens de te taper une journée de 6 heures de reco, tu es un peu claqué et tout. Le soir même, il faut que tu te frappes tes 4 heures de GoPro et le lendemain, c'est parti. Donc moi, ma stratégie, ça a souvent été de mémoriser uniquement les passages clés. Passages clés, c'est-à-dire où il y a plusieurs lignes. Tu vas arriver sur ta piste, c'est large, tu as plusieurs possibilités de passer le même endroit. Donc ça, c'est des endroits, il faut absolument te rappeler, parce que si tu prends une mauvaise ligne, ça peut te coûter vite 1 à 2 secondes. Et si tu cumules tout, c'est énorme. Et les endroits dangereux. Les endroits où il faut absolument que je me rappelle qu'à cet endroit-là, il faut que je freine, que je ralentisse, parce que derrière, il y a ça qui m'attend. Et après, le reste du temps, tu roules un peu au feeling, quoi. Tu roules au flow. T'es pas à vue, mais pas loin. Mais plus, on va dire, plus ma carrière a évolué, plus l'enduro a évolué. Et si tu prends le début des compétitions en enduro en 2013, on roulait quasiment à vue sur des temps cumulés de spéciales qui pouvaient aller jusqu'à 1h30. Donc en fait, c'était quasiment tout à vue finalement. Et maintenant, on est sur un format qui s'est rapproché de l'ADH où on va être sur des temps cumulés de spéciales. Quand je dis temps cumulé, c'est sur la compétition. Si tu prends toutes ces spéciales et que tu les mets bout à bout, ça va faire 20 minutes où je connais quasiment par cœur. Donc en fait, c'est l'évolution de l'enduro. On s'est rapproché de l'ADH, la vitesse, l'intensité a augmenté. L'engagement aussi, quand tu vois les pistes, ça n'a rien à voir avec ce que c'était. Avant, tu pouvais te dire, vas-y, je gère, c'est fini. Aujourd'hui, tu peux plus te dire, je gère. Il faut être à 100% tout le temps, et c'est ce qui est difficile. C'est clair. Du coup, tu es une adepte des French Line, tu m'as parlé des différentes trajectoires. Disons qu'en fait, c'est comme tout, il a fallu évoluer, aller chercher la progression là où elle était possible, là où c'était possible de le faire. Et du coup, en me rapprochant d'Adrien Dailly, Nicolas Vouilloz, au sein du team Lapierre, ça a été une de mes évolutions. J'ai toujours eu tendance. C'est les premiers. C'est les premiers, mais en fait, c'est parce que en fait, ils ont poussé le sport. Bien sûr. Et on leur doit vraiment une vraie évolution au sport, d'avoir été à chercher les lignes. C'est clair. Et la progression technique sur des lignes de ouf. Alors bon, je suis pas du tout sur leur ligne à eux, mais ça m'a poussé à sortir de la trace. Ça a complètement changé ma façon de rouler, comment j'analyse, je vois le terrain. Et ça a été aussi hyper rafraîchissant tu vas te dire, en fait, tu penses que tu sais rouler vite, mais en fait, tu as des années-lumière d'imaginer ce qu'il est possible de faire sur un vélo. J'ai l'impression que dans le vélo, en fait, tu n'as jamais fini le game. Il n'y a pas de... C'est ça qui est... C'est ce qui fait que moi, ça fait 10 ans. Et du coup, c'est pas facile d'être au top et en constante amélioration. Donc, on peut voir quand on suit ta carrière qu'il y a eu vraiment des remises en question et chaque année, tu arrives à grappiller. Comment est-ce que tu mets le doigt sur tes lacunes et comment est-ce que tu travailles sur ça? Alors, je pense que déjà, c'est dans ma nature. Je suis jamais contente. Ou très difficilement. D'accord. Donc, du coup, je peux tout à fait... pour moi, le but, c'est pas le résultat, c'est de chercher une façon de rouler, un pilotage, une espèce d'excellence, si je dois le nommer. Mais en gros, du coup, je pouvais finir une course, gagner, pas être contente. D'accord. Parce que j'ai pas roulé comme je voulais, j'ai pas fait ce que je voulais, et du coup, donc, je suis vraiment hyper exigeante. Perfectionniste, quoi. Je suis pas perfectionniste, mais j'aime que ça soit d'une certaine façon. Et du coup, je rends un peu fou des fois. Moi, la première, mais je peux rendre fou complet, quoi. Parce que c'est pas comme je veux, et je pense que c'est ce qui fait que je me suis toujours poussée à améliorer sans cesse mon riding.
tout dans mon quotidien. Mais je l'ai fait progressivement, Ouais. comme tu dis. C'est pour ça que je pense que ça m'a permis de progresser finalement sur D'accord. plusieurs années. Ouais. Mais je dois avouer que là, sur ces dernières années, j'étais arrivée à un stade où c'était très dur d'aller chercher la progression. Ouais. Et vraiment, il a fallu aller chercher sur des tout petits Ah, c'est détails, quelque chose, ouais, après, quand vraiment du détail. tu atteins un certain niveau. Mais c'est toujours autant intéressant voilà, de faire de la recherche, de chercher voilà, qu'est-ce que tu peux encore améliorer Ouais. et d'être bien accompagné pour le faire surtout, aussi. ouais. Mais non, c'est passionnant. En fin de compte, c'est une quête sans fin. Ouais. Tu peux continuer de t'améliorer en VTT toute ta vie. Ouais. Et non, moi, c'est ce qui fait que j'adore ce sport. C'est clair, c'est clair. Et au niveau de tout à l'heure, tu parlais de Cécile Mhm. et tu disais qu'elle te tirait vers le haut. Mm. Donc sur ces dernières saisons, tu as quand même dominé Ouais. tout le monde. J'ai pas full dominé, mais en gros, j'ai quand même été hyper constante. Ça a été vraiment présente et t'as Ouais. embêté pas mal de gens, on va dire. J'ai été hyper constante et pour moi, j'ai toujours cherché la régularité. C'était hyper important. C'était un peu finalement mon but d'être régulière Ouais. au-delà de gagner. Ouais. Mais en fait, souvent, les gens réalisent pas à quel point c'est difficile d'avoir un statut de leader. Et moi, je l'ai très mal vécu au début. C'est ce Je l'ai que- vraiment mal vécu. c'est ce que j'allais te demander, ouais. Partir avec une plaque numéro 1 et tout, quand c'est pas dans ta nature, Tu sais que tout le c'est monde derrière, vraiment pas évident. ouais. Je suis pas du tout quelqu'un qui a un truc de ouais, genre je suis la plus forte, Ouais, je vais ouais, dominer. ouais. Pas du tout, genre je suis à des années-lumière de ça. Et du coup, ça m'a mis. Enfin, c'était dur. J'avais l'impression que je devais finalement rentrer dans ce schéma-là. Alors que ça te ressemblait pas. Alors que ça me ressemblait pas, je m'y retrouvais pas. Et c'est en travaillant avec mon préparateur mental où en fait il m'a fait réaliser que en fait c'est juste un numéro. Bah ouais, Genre t'as le numéro 1 parce que t'as gagné l'année dernière. c'est clair. Il se peut très bien que tu gagnes pas cette année, Ouais. tu te mets une pression à avoir un numéro Ouais. pour rien. Les gens, en fait, tu penses qu'ils t'attendent, mais finalement, c'est aussi dans ta tête, tu te crées ce truc de l'attente, alors Bien sûr. qu'en fait, tout le monde est là pour aller progresser et C'est tout. clair. Et surtout, là où j'ai eu le déclic, c'est quand il m'a fait réaliser qu'en fait, c'était une chance. C'est pas donné à tout le monde Ouais. de partir avec C'est un ça. numéro 1, c'est pas donné à tout le monde d'avoir Ça, ce pas statut-là. pour tout le monde, ouais. Et du coup, quand j'ai réalisé qu'en fait, c'était vraiment une chance, ça a complètement changé mon Ta vision approche du truc. ouais. Et je me suis dit, ah ouais, putain, c'est vrai, c'est super cool. C'est hyper Ouais, c'est cool. cool, ouais, quand même. C'est une du vraie travail, chance. Et en fait, faut que ouais, t'en profites aussi parce que Bien sûr. bah, c'est cool. Et en fait, d'avoir ce spotlight de leader, ouais. ça peut te donner l'opportunité de faire passer un message qui pour toi est bien plus fort Bien sûr. que gagner. Mhm. Et c'est là où j'ai commencé à essayer d'aller toucher un peu les jeunes riders, de faire Ouais. des événements, de travailler avec une association. Mhm. C'est là où je me suis dit, en fait, c'est l'opportunité de faire passer ton Bien message. sûr. Ça donne une crédibilité pour pouvoir. Et du coup, c'est véhiculer là ta- où je l'ai joué à fond et où j'ai fait passer mon message que, en fait, au-delà du résultat, c'est plutôt l'énergie Ah ouais. que tu vas dégager et puis de rouler, de te faire plaisir. Le vélo, c'est fun et de toucher un peu en or. Donc, Ouais. c'est là où voilà, ça a un peu switché le truc de pression négative à Ouais. c'est un truc cool. D'accord. Et en termes de performance, pure et dure, tu préfères du coup être leader et savoir que tout le monde derrière veut venir prendre la tête, ou tu préfères être deuxième, troisième et avoir quelqu'un qui te tire devant pour aller chercher justement cette victoire? Alors à la base, je préfère être outsider et aller chercher un truc presque là où on t'attend pas. Ouais. Mais avec le recul, je dois avouer que c'est aussi intéressant d'être finalement un petit peu en position aux avant-postes et D'accord. de devoir défendre ta place. Ouais. Parce que du coup, ça veut dire que sur le papier, tu fais quelque chose qui marche déjà, vu que tu as quand même réussi par exemple à gagner un overall, mais il faut encore que tu l'améliores. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant le fait de remettre en question quelque chose qui marche déjà Bien pas sûr. mal. Donc moi qui aime bien voilà, être un peu dans ce truc d'aller chercher des gains, je trouve ça intéressant. Ouais, c'est pas mal. Et du coup, bah ouais, c'est fou comme tu arrives à tourner le truc que tu détestais à la base. Et tu l'as tourné en truc positif et tu as réussi à travailler sur ça. Au niveau du coach mental, tu Ouais. nous as dit que c'était suivi. Mhm. Donc, comment ça se passe Je suis avec le même coach mental qui s'appelle Patrick depuis 2018. D'accord. Donc vraiment sur du très long terme. Ouais. Et en fait, on a mis en place beaucoup de choses sur toutes ces années. C'était hyper intéressant et cool pour moi de voir l'aboutissement au championnat Ouais. du monde. Parce qu'en fait, finalement, ce qui s'est passé au championnat du monde, c'est que ça a été l'aboutissement de toutes ces années de travail sur une journée. Ouais. Et là, c'est palpable, tu vois. Genre, le truc, il est là et tu te rends compte que tout ce que tu as fait en amont pendant toutes ces années, ça paye sur ce jour-là. Et du coup,
hyper intéressant et je pense qu'en fait, on a tous presque besoin, pas besoin, mais c'est intéressant pour tout le monde d'avoir un préparateur Bien mental. sûr. Et là, je parle même au-delà du sport. Moi, ça a joué un rôle déterminant dans ma vie pour affronter l'épreuve la plus difficile Ouais. que j'ai eu à vivre jusque-là, qui a été de perdre mon père de façon très tragique en 2021. Donc, ça m'a vraiment aidé à traverser ça, à le Même dans ta vie perso, vivre. t'en ressens Je le ressens dans plein d'aspects différents et c'est pour ça que je pense que j'en parle aussi hyper ouvertement en fait parce que c'était encore tabou il y a quelques années alors qu'en fait on peut tous bénéficier de ça et si je devais donner un des trucs qui a vraiment marché pour moi qui peut marcher pour les gens dans la vie de tous les jours c'est pour les gros rendez-vous donc aussi bien une compétition pour les sportifs qu'un gros rendez-vous au travail pour les personnes qui ont beaucoup de pression ou même un rendez-vous familial qui, on se met beaucoup de pression, ça peut être un mariage ou un événement dans la vie de tous les jours. C'est d'avoir une routine, un truc qui fait que tu vas te mettre dans ta zone de confort avant ça. Et moi, ça m'a toujours aidé un petit peu à alléger le stress. Je dis pas qu'il n'y a pas de stress, mais à l'alléger. Et ça peut être des choses toutes bêtes comme un petit déjeuner routine que tu vas faire quand tu as la pression qui vient. Un mot que tu vas te répéter, un geste que tu peux avoir. Moi, j'ai un geste avant les spéciales qui est de faire ça. Je me tape hyper fort les épaules, vraiment fort. Et c'est mon truc avant les spéciales. Donc, pour te dire, là, essaye maintenant. Et en fait, c'est juste, tu associes, et il faut le travailler à l'entraînement. Moi, je faisais de la visualisation à l'entraînement pour imprégner ce geste, le lier à la performance. Et pour moi, s'il y avait une routine, une chose que je devrais vraiment partager, ça serait ça. Ok, d'accord. Je disais, c'est assez récent quand même le fait d'avoir un coach mental dans le vélo. Avant, ça ne se faisait pas. Et on voit les bienfaits, notamment sur Loïc Bruni dans la descente. Et pour toi, ça a fonctionné très très bien. Sur quels axes de travail est-ce que le coach mental s'appuie? Est-ce que c'est des choses que tu as vécues toi personnellement et il essaie d'associer le sport et certains événements sur les moments positifs, etc. Ou comment ça fonctionne? C'est un peu flou, tu vois. En gros, chacun, j'imagine. C'est ça, exactement. C'est ce que j'allais dire. En gros, pour moi, le plus important, c'est de trouver le coach mental qui marche avec ta comment tu vois les choses, comment tu travailles, comment tu fonctionnes. Moi, j'ai eu la chance de vraiment tomber sur la bonne personne directe. Ça peut ne pas forcément être le cas pour tout le monde, et auquel cas, il ne faut pas hésiter à aller voir d'autres personnes parce qu'il y a vraiment une quantité infinie de méthodes, de façons de travailler. Moi, je suis beaucoup dans le débrief. On va ensemble parler de chaque chose, on revit le truc et on s'améliore comme ça. Et ensuite, pas tant de visualisation que ça, vraiment juste quelques trucs très ciblés. Mais il y en a qui vont être à 100% dans la visualisation, il y en a qui vont utiliser la sophrologie. C'est vraiment vaste. C'est sans fin. Et je pense que le plus important, c'est de tout tester en fait. De se dire, tu vois, moi j'avais essayé un petit peu la cohérence cardiaque, les exercices de respiration, ça me va pas du tout, ça me fait monter le stress, panique, 10 000. Et donc je le fais pas. Tout le monde est vraiment différent. Par contre, c'est ça. Par contre, de visualiser un petit peu, d'écrire. Moi, j'écris beaucoup. C'est des choses qui marchent pour moi. De vraiment me prévoir une routine quand j'arrive sur une compétition. J'écris tel jour, il faut que je fasse ça. Je me fais des listes et moi, ça marche. T'es visuel. Faut tout essayer et voir ce qui correspond mieux. Merci, c'est super intéressant. Et au niveau de la gestion du stress, du coup, quand tu es dans la gate au start avant ta été spéciale, tu stresses 3 jours avant, tu stresses 2 secondes avant, comment ça se passe? Et comment tu gères ça? Alors moi, je stresse tout le temps. D'accord. Non, en vrai, je suis pas de nature stressée, mais en fait, je veux tellement bien faire les choses que ça implique un stress, ça implique une pression. Donc du coup, en principe, dès que j'arrive sur la course, je me prends des petits pics de stress par-ci, par-là. Ouf, j'ai la pression qui monte, mais c'est de la pression, c'est pas le stress, tu vois, mauvais qui me fait perdre mes moyens. Et ensuite, la veille de la course, souvent je stresse et c'est là où je commence à avoir du mal à manger. Donc dès la veille de la course, ça commence à être vraiment difficile pour moi de manger. Le matin de la course, c'est très dur de manger. Donc il a fallu vraiment que ça, je l'ai travaillé sur des années, trouver des stratégies pour réussir à manger les jours de course. Mais non, je suis quand même assez stressée. Ce qui m'aide à déstresser, c'est de vraiment reculer un petit peu et de me dire, ok, t'as tout fait. Genre, t'as tout fait, quoi. Genre là, qu'est-ce que tu veux faire de plus que ce que t'as fait pour arriver, t'es prête, t'as travaillé pour ça. Et maintenant, en fait, presque, c'est le moment du jeu.
c'est là où ça va dérouler. Ouais. Donc le plus dur pour moi, c'est de passer ce cap et de réussir à me mettre dans ma zone. Et pour me mettre dans ma zone, je vais écouter de la musique, je vais D'accord. avoir un rituel un petit peu prédéfini, un échauffement. C'est ce que j'allais te demander. Ça marche ou ça marche pas. Il y a des courses où j'arrive à me mettre dans ma zone et là c'est le top, genre tu déroules. Ouais, t'es C'est stable. vraiment comme si tu déroulais, genre c'est facile, tout est facile, ça, tu forces pas quoi. Ouais. Et puis il y a des jours où bah, ça veut pas, t'es pas motivé, t'y arrives pas, c'est la lutte Ouais. mentale, ou alors bah, t'es pas très bien et c'est hyper dur. Donc moi, soit j'aime bien me retrouver dans la situation où c'est la guerre, où il faut vraiment aller se battre, ça je kiffe de fou. Et cette année, je dois reconnaître que j'ai eu des moments où c'était dur de me motiver en fait sur les Coupes du Monde, Ouais. parce qu'il y avait l'objectif du championnat du D'accord. monde, et pour moi ça me faisait vraiment vibrer. Et du coup, j'ai eu des Coupes du Monde où j'étais là un petit peu... Voilà, Pas présent c'était à 100%, dur ouais. pour moi d'être présente à 100% parce que j'avais cet autre Ouais. objectif qui bouffait finalement un petit peu le mental. Dessus, ouais. Mais du coup, j'ai aussi appris à relativiser, à accepter. En fait, on n'est pas des fous furieux, des machines de guerre. C'est normal, des fois, de ne pas être motivé à 300% comme tu peux l'être à d'autres moments. D'accord. Et au niveau de la préparation physique, du coup, on a Ouais. parlé de l'aspect mental, on va parler pardon. On va parler de l'aspect physique. Ouais. Au niveau de la prépa physique, comment ça se passe pendant la saison, hors saison? La nuance, c'est vraiment différent. J'imagine que les entraînements sont vraiment différents. Et Donc, idem pour moi, je travaille depuis 2018 avec le même coach. Moi, j'aime D'accord. bien être entourée de personnes en qui j'ai confiance Ouais, à 100% normal. et C'est de important. fonctionner comme ça. Donc, C'est déjà, important. voilà, c'est quelqu'un qui me connaît vraiment très bien, Ouais. qui sait comment je fonctionne. Et ensuite, oui, l'année est plus ou moins regroupée en blocs. Mhm. Forcément, l'hiver, c'est là où on va faire le foncier, le travail d'endurance, beaucoup d'heures. Travailler pas mal de technique aussi sur Ok. des journées spécifiques où je fais que, en D'accord. gros, des descentes pour me perfectionner techniquement. Mhm. Plus on va se rapprocher de la saison, plus on va monter en intensité. Ouais. Et dans l'ensemble, moi, je suis toujours quelqu'un qui aime travailler l'aspect physique. Ouais. Je dirais que j'ai travaillé plus l'aspect physique sur toutes ces dernières années D'accord. parce que quelque part, c'était là où je pouvais aller progresser. Ouais. Techniquement, on peut toujours s'améliorer, Bien sûr, bien sûr. mais j'avais l'impression que c'était pas là où forcément le gain il était pour moi parce que j'avais déjà un niveau technique assez bon. Ouais, bien sûr. Par contre, je pouvais clairement m'améliorer physiquement. Ouais. Et c'est ce qui s'est passé sur les dernières années. J'ai travaillé comme une malade, Mhm. notamment avant les championnats du monde. On a mis en place une prépa où en gros, j'ai fait les exercices les plus durs que j'avais D'accord. jamais fait de toute ma vie. Ouais. Mais ça a payé sur les championnats du monde. Je l'ai clairement ressenti. Donc j'étais très contente de cette Ouais. prépa. Ouais. Mais c'est un peu comme on a dit, voilà, il faut prendre le temps de tester des routines, de tester des entraînements, de voir ce qui marche pas. Et c'est là où, si tu veux te perfectionner, il faut vraiment aller dans Dans le dur. dur, c'est clair, mais aussi dans le truc de matcher ce qui va marcher pour toi. Ouais. Et en fait, tu peux pas prendre un plan standard sur Internet Ah ouais, c'est clair. si tu as des objectifs vraiment très précis et te dire que ça va marcher, parce qu'on est tous différents. C'est Et ça. faut être, pour moi, le truc principal, c'est d'être à l'écoute, Ouais. de réussir à faire la différence entre je suis pas motivée Ouais. et je suis fatiguée. Ouais. Ça, c'est le plus dur. Ouais. Mais de constamment, voilà, du coup, se réadapter, se remettre en question, tester, changer des trucs. Voilà. Donc même quand t'es pas motivé, tu vas quand même t'entraîner ou tu t'écoutes. Il des fois, faut tu- vraiment faire la diff, c'est le plus dur. Et même 10 ans après, La discipline, ouais. t'as du mal à savoir. Ouais. Mais en fait, il y a des jours où t'es pas motivé, il faut quand même y aller. C'est des séances qui vont être dures, qui vont te faire Ouais. du mal, mais qui vont te faire progresser. Ouais. Et à l'inverse, il y a des jours où tu es vraiment fatigué. Et là, c'est un signal que t'envoies ton corps et il faut l'écouter. Donc Ouais. souvent, moi, ce que je fais, je me teste un peu. Ça m'est arrivé de prendre mon vélo, je vais faire 20 minutes Ouais. et je me dis, ah non, là, Isa, en fait, c'est pas que t'es pas motivé, c'est que t'es vraiment fatigué. Demi-tour, je rentre, je vais faire autre chose. D'accord. Mais ouais, c'est la subtilité est très très dure à cerner. J'imagine. Ouais. Au niveau de la diète, est-ce que tu fais une diète spécifique quand tu te prépares et durant la saison ou pas du tout? Alors en enduro, on n'est pas sur un sport où le poids est absolument primordial. Même, je dirais qu'il ne faut pas arriver trop affûté non plus. Ouais. Parce que comme on est sur des courses d'endurance assez longues où on va cumuler le jour de repos, le jour de Bien course, sûr. il faut avoir un minimum de réserve pour tenir le coup. Enfin, c'est mon avis. Bien sûr. À chaque fois que j'ai été trop affûté, j'ai senti que j'étais limite. Ouais. Ça vient aussi du fait que j'ai du mal à m'alimenter sur les compétitions. Donc je dirais que le poids est pas hyper important. Donc on est sur des sports où il faut manger pour maintenir son énergie. Et
on se rend pas fou à être au gramme près comme Bien sûr, peuvent bien sûr. l'être les gars en cross-country Ouais. et les filles. Ah, c'est pas la même chose. Ouais. Donc non, j'ai une diète très très saine, je mange hyper bien D'accord. de tout, je fais attention à mes apports. Mhm. Et surtout, voilà, je dirais plutôt que je suis de ce côté-là, à essayer de maintenir les apports pour avoir de Ouais, l'énergie bien sûr. sur mes Tu courses. macro, tu veux dire. Je fais attention, voilà, vraiment à... Ouais, après, je me rends pas folle, je suis pas là à peser, je suis pas là... D'accord. Ok, ouais, Je veux pas que ça devienne une obsession, il faut que ça reste naturel, je suis vraiment à l'écoute de mon corps là-dessus. Et après, je vais adapter. Si je vois que j'arrive, que pour le coup, je suis vraiment pas du tout affûtée, Ouais. je vais faire ce qu'il faut pour Ouais. être à mon poids de Après, forme. tu ressens dessus sur Voilà. le vélo, quoi. Tu sais. Je pense que c'est pareil, c'est l'histoire de travail sur plusieurs années qui font que tu vas réussir à trouver ton équilibre naturellement Tout à sans fait. forcer. D'accord. Et du coup, bah, je vais te demander ce que tu manges avant une course, mais tu l'as dit toi-même, t'as Je galère. du mal à manger. Je galère, j'ai mis des années avant de réussir à trouver un peu une formule magique pour moi. Et du coup, ce que j'ai trouvé qui peut fonctionner pour les gens qui, comme moi, ont beaucoup de mal à manger avant une course, mais qui font des épreuves d'endurance, où bah, t'as pas le choix, faut bouffer quoi. C'est clair. Donc C'est du coup, carburant, ouais, donc, faut bouffer. Donc moi, la recette miracle que j'ai trouvée, c'est de faire un porridge overnight. Donc je prends des flocons d'avoine que je mets dans du lait végétal. Ouais. Avec un petit peu de protéines, donc soit de la whey, soit une protéine végane pour ceux qui n'en prennent pas. Je fais mon mélange, ça la passionne apparemment. Je fais mon mélange, je le mets au frigo avec un peu de sirop d'érable. Le lendemain, je me rajoute un petit peu soit de baie de goji, d'amande. Ouais, bon, donc, Ça fait une bonne mixture et au final, ça fait un peu comme une purée quoi. Et c'est le plus facile pour moi à manger. Je fais descendre ça avec de l'eau ou un café et ça part. D'accord. Et pour le coup, ça tient bien. Ouais, ben, il faut quand même Et ça me avoir permet de tenir au moins jusqu'à mi-journée. D'accord. Mi-journée, je vais essayer de prendre un sandwich peanut butter banane. C'est le seul truc que j'ai trouvé qui. Ah, c'est dur de manger sur les Ouais, ânes. c'est vrai super que- dur. Nous, on a 15 minutes en gros le midi où on a une coupure dans la compétition, Ah, on puis passe t'as au tout qui est paddock. là, tu sais, Ouais. tu veux repartir. Et c'est le seul truc que j'ai trouvé qui passe à peu près bien. Plus, j'ai trouvé une boisson qui, en fait, à la base, c'est pour les gars qui font de l'Ironman. D'accord. C'est une boisson hyper chargée Ouais. qui vraiment tient au corps. Et Ouais. moi, ça m'a changé la vie Bah, d'avoir ouais. trouvé cette boisson. C'est clair. C'est le top. Donc voilà, c'est un peu des astuces Ouais, pour ceux c'est qui pas arrivent pas à toujours bouffer. facile, ouais. C'est pas toujours facile. Donc c'est bon d'avoir ton retour aussi Ouais. sur ça. Au niveau matos et tech, est-ce que Mhm. tu aimes ça ou pas du tout? Je veux dire, tu es impliqué dans tout ce qui est réglage de suspension, choix des pneus, etc. Ou tu donnes ça à faire au mécano et Alors, tu viens juste pour rouler ton vélo, quoi. Il y a eu vraiment une évolution là-dessus. À la base, je prenais le vélo, je roulais. Ouais. Franchement, plus ou moins, on faisait mon mécano de l'époque, quand j'étais chez Sun, me faisait la blague de dire c'est bon Lisa, il y a de l'air dans les pneus, genre vas-y déroule quoi. Et c'est vrai que j'étais un peu comme ça. Tu calculais pas. Je calculais pas trop, j'étais plus dans le riding. Et après, ben, voilà, plus j'ai voulu progresser, plus je m'y suis intéressée. J'ai d'abord passé un gros cap quand avec Cédric, on a eu notre équipe chez Intense, Ouais. on a travaillé tous les deux ensemble, c'est devenu mon mécano. Et du coup, il m'a un peu accompagné dans la découverte des réglages, cette progression-là. Ouais. Et j'ai passé un énorme step en rejoignant l'équipe Lapierre avec Adrien et Nico Vouilleuse. Et là, ça a été la découverte d'un nouveau monde Ouais, encore. c'est- j'ai- Parce que pour le coup, ils poussent le réglage à l'extrême. Ils arrivent à sentir une subtilité, mais un changement de 1 mm dans le vélo, ils le sentent. D'accord. Une différence de pression sur un pneu à 0,1, ils le sentent. Et c'est là où je me suis aperçue que, en fait, c'était un travail. Il faut le travailler Bien comme tout. Donc, du coup, j'ai fait beaucoup de journées avec eux où au début, j'étais pas capable de ressentir. J'étais juste capable de donner un feeling. Et puis, Ouais. petit à petit, j'ai traduit ce feeling en réglage sur le vélo. Aujourd'hui, je suis encore loin, très très loin d'être au top là-dessus, mais j'ai passé un gros cap, notamment sur le réglage des suspensions, grâce à RockShox qui m'a accompagné et qui m'a aidé là-dessus. Donc je dirais que j'ai bien progressé et de la même façon que c'est hyper intéressant d'aller affiner du détail, là c'est sans fin l'histoire aussi. Hein. Ah, c'est compliqué, Tu ouais. peux continuer de faire évoluer tes Très réglages complexe. sur le vélo, C'est mais clair. alors Ça dépend de la toute ta vie. météo, du type de piste, de Il y a tout, toit, de tout trucs. qui rentre en compte. c'est- Et non, c'est beaucoup de hyper paramètres. intéressant. Ouais. D'accord. Et du coup, tu ressens vraiment la différence Aujourd'hui, par rapport à ton riding quand tu prenais un vélo limite, Ouais, t'essuyais la rien à poussière et t'allais rouler. là où je m'en rends compte, là où je m'en rends compte aujourd'hui que tu développes une sensibilité,
C'est quand je vais prendre par exemple un vélo que j'ai pas roulé depuis longtemps ou un vélo que je viens de recevoir et qui est pas encore réglé. Et là je me dis j'arrive pas à rouler quoi. J'ai l'impression d'avoir un vélo que j'arrive pas à rouler, je me sens pas bien et c'est là que tu te dis en fait c'est parce que tu as vraiment pris l'habitude de développer ton feeling, tes réglages sur le vélo. Et en fait au début, et c'est là où c'est cool aussi parce que ça fait évoluer ta mentalité. Moi au début je me disais non, enfin tu vois ça va pas changer le truc et tout. Et en fait je m'aperçois du gain mais énorme, mais pas que pour les pilotes pros. En fait des fois quand je fais des journées par exemple de coaching, tu prends le vélo de la personne quand elle arrive, s'il n'est pas du tout réglé et que tu changes quelques réglages sur le vélo, tu améliores un petit peu les settings, la personne derrière elle le sent aussi, tu vois, le vélo il marche quoi. Et du coup ça peut complètement changer ton riding et c'est hyper intéressant en fait pour tout le monde. Ça peut tout changer, une pression de pneu pour un débutant, ça peut lui changer la journée quoi. Ça a son importance. Et du coup, vu que tu as développé ça, est-ce que maintenant tu travailles avec les marques pour développer les nouveaux vélos ou pas du tout? Alors, je suis impliquée sur le développement des pneus avec Hutchinson ces dernières années. Donc, c'est un partenaire historique pour moi. Ils me suivent depuis très longtemps, depuis 2016. Donc, avec eux, j'ai pas mal bossé sur le développement des pneus. Ensuite, on a bossé quand on était avec Cédric chez Intense sur le développement d'un nouveau vélo d'enduro. Et depuis que je suis chez Lapierre, c'est pareil, on a été plus impliqués sur le développement des vélos. Et c'est hyper intéressant. Ah ouais, j'adore, c'est passionnant de pouvoir donner un petit peu ton opinion, ton avis. Après, ça reste quelque chose de très spécifique, c'est un vrai métier. Donc nous, ça va plus être dans le sens de donner des pistes, des améliorations. Mais après, derrière, c'est toute une team R&D qui bosse sur les vélos. Et c'est vraiment très spécifique. Notamment sur le dernier Lapierre d'enduro, le Spacey. On a une plateforme qui peut faire full 29, c'est les tailles de roue. Full 27,5, mulet. Et ensuite, tu peux changer d'un pivot haut, donc c'est-à-dire un passage de chaîne qui est différent d'un pivot bas, et ça va te changer la géométrie du vélo, le fonctionnement du vélo. Donc tu es sur un truc qui à concevoir et complètement fou. Donc ça, c'est un vrai taf. Et après, nous, on va faire tout l'aspect de testing pour améliorer ça, pour dire en pivot haut, ça donne ça en termes de feeling, en pivot bas, ça donne ça en termes de feeling, et faire les retours comme ça. Donc vous, c'est testing. Vous testez différentes géométries, différentes configs. Alors, on teste beaucoup l'hiver en principe avant le début de saison et franchement, on teste beaucoup de choses. Donc, c'est-à-dire que même quelque chose que tu penses qui a été acquis, on va le remettre en question et le retester. Avant le championnat du monde, pour te donner un exemple, moi je roule en mulet depuis des années, j'ai retesté le full 29 pour voir. Et en fait, c'est comme ça, tu vas d'un setting à l'autre, tu reviens en arrière, et constamment il faut se remettre en question. Tu essayes toutes les combinaisons. Il faut tout essayer. D'accord. Sur tous les terrains, sur tous les types de météo, sans cesse. Bien sûr. D'accord. Et du coup, on va parler de ton chéri, Cédric Carrez, alias Spooky. On salue aussi. C'est ton team manager également. Donc, est-ce que ça parle toujours vélo à la maison? Est-ce que c'est pas trop difficile pour toi de faire justement cette coupure entre la vie professionnelle et la vie personnelle? Donc on était ensemble avant qu'il devienne mon team manager, mais c'est parti d'une volonté commune de vouloir créer ensemble un truc dans le vélo et de travailler. Donc forcément au début on savait pas du tout comment ça allait se passer, et la particularité c'est qu'au-delà d'être mon team manager, c'est aussi mon mécano. Donc sur toutes les coupes du monde depuis 2018, c'est mon mécano. Donc c'est vraiment particulier de travailler ensemble. Mais je pense que notre force, ça a vraiment été de réussir un petit peu à dissocier et d'entendre ce que l'autre avait à dire sur les compétitions et de comprendre surtout le fonctionnement. Et en fin de compte, finalement, quand c'est ton compagnon, c'est la personne qui te connaît le plus. Donc du coup, il a vraiment réussi à me cerner sur les compétitions, à savoir... Au début, on a un peu galéré, mais on a vite... Voilà, c'est comme tout. Mais ensuite, il a compris exactement ce que moi j'avais besoin d'entendre, ce que j'avais pas besoin d'entendre et comment je fonctionnais. Et du coup, des fois, on passe au paddock, je vais lui dire 2 mots.
Mais c'est qu'en fait, c'est que je suis comme ça. Quand je passe au paddock, je veux pas parler. Je suis dans mon C'est monde. une force quelque part parce qu'il te connaît. donc, C'est ça. Et du coup, c'est peut-être quelque chose que je me serais pas permise de faire avec un sûr. mécano que voilà, Bien tu sûr. vois. Donc finalement, ça a été une vraie force d'avoir la personne qui sait exactement comment tu fonctionnes, c'est qui impliqué sait quelque part, ouais, du coup. complètement, qui sait ce que tu veux sur le vélo sans que tu aies à le dire. Et du coup, ça a été une force. Après, voilà. Donc du coup, tu combines aspect pro au quotidien à 300%, parce que bah, du coup, moi, ma journée, c'est de m'entraîner, c'est de récupérer. On parle vélo H24. Et des fois, c'est pas facile. Donc, il a fallu que des fois, on se dise non, là, c'est bon, là, franchement, c'est le soir, c'est bon, on arrête. On parle plus On du coupe, team, ouais. on parle plus du vélo, on parle plus de rien, on coupe. Mais quand c'est ta passion, c'est finalement C'est quelque clair. part naturel d'en parler aussi tout le temps. On a, voilà, donc non, je dirais pas que ça. En tout cas, ça nous pèse pas. Ouais. Voilà. Parfait. Juste des fois, on se dit, ouais, c'est bon, là, stop. Mais en dehors de ça, ça nous pèse pas. Ouais, ça va. Et je pense que c'est plus une force que l'inverse. Ouais, vous arrivez à partir en vacances sans prendre des vélos, quoi, ou pas? Ça arrive. Non, si, on va faire du surf, on va faire du Ouais, c'est snowboard, on va faire autre chose. Mais ouais, non, on y arrive quand même. Ah, moi, ça va. Ça va. Et on a vu que tu aimais bien soigner ton look aussi. Donc, tu as un look un peu décalé, une identité qui t'appartient. Est-ce qu'on va s'attendre à une collection de vêtements by Isa ou Nicolas, peut-être avec Darko, je sais pas. Alors, Est-ce que c'est un truc que tu as derrière la tête ou pas du tout? j'adore, clairement, j'adore. Après, je conçois tout à fait que pas tout le monde aime ce que j'aime. Ouais, C'est ça, le c'est premier sûr. truc. Ça, c'est sûr. Chacun Mais, ses- Mais en gros, c'est plus que j'ai mis du temps en fait avant de me dire que en fait dans le monde du vélo, je pouvais tout à fait être comme sûr. je suis en dehors. dehors. Et du coup, elle assumait pleinement. Ouais. Et aujourd'hui, en fait, ben ouais, en fait, je vis comme, enfin, je m'habille, je suis dans le monde du vélo Ouais. comme je le suis en dehors. Et en fait, je trouve ça hyper cool de pouvoir être créatif, D'avoir avoir cette son liberté, univers, ouais. avoir son monde, on va dire. Et ça s'est ressenti sur ces dernières années. J'ai eu le choix des tenues, par exemple, avec Darko. Il y a toujours eu des tenues qui me correspondent à fond, violette, rose, tout ce que tu veux. Donc à l'avenir, pourquoi pas clairement être un poil plus impliqué sur cet aspect-là. Ça m'a toujours trotté dans un coin de la tête de faire un petit peu des vêtements avec ma vibe, on va dire, avec mon univers. Bien sûr. Mais là où on va le plus retrouver finalement à l'avenir mon style et un petit peu ce que j'aime, c'est sur un projet de chaîne YouTube. D'accord. Où en fait je vais essayer de mettre tout ce que je viens de résumer, ces 10 ans où tu grappilles détail après détail pour progresser sur un vélo, le mettre au service des gens. Donc, en fait, toute cette expérience au travers de tutos et de partager ça avec les gens, tout ce que j'ai pu apprendre. Et ensuite, sur d'autres projets, voilà, où on retrouvera un petit peu mon univers. D'accord. On en reparlera un peu plus tard si tu veux développer un peu plus. Et du coup, la journée type d'Isabeau Courjurier, qu'est-ce que c'est? Alors, ma journée type, par exemple, en tant qu'athlète, donc full athlète l'année dernière, c'était vraiment axé autour de la performance à 300%. Donc en fait, du matin au soir, tu ne penses qu'à ça. Enfin moi, personnellement, je ne pensais qu'à ça, je dédiais tout. Donc ça va être dès les repas de faire attention à mes apports. Ensuite, souvent, je faisais 2 séances par jour, donc matin vélo ou musculation et inversement l'après-midi. Le soir, séance un petit peu yoga, stretching ou avec des bottes de pression, on va dire axé récupération. Se coucher tôt et voilà, toute une hygiène de vie. Toute ta routine était basée autour de ça. Autour de ça, à 300%. Là, d'avoir eu le changement de casquette un petit peu, de mettre les compétitions plus en pause et de partir sur des projets un petit peu plus médias, on va dire un petit peu plus de travail, ça a été hyper difficile pour moi de trouver mon équilibre. J'ai galéré de ouf, j'ai été pas bien mentalement. C'est quand même ton quotidien depuis. J'ai eu des jours vraiment très difficiles où en fait, quand tu as un but très précis, une compétition, c'est hyper tangible. C'est tel jour, il faut que tu sois en forme. Tel jour, tu dédies tout à ça. Et quand tu passes à un truc finalement où tu n'as pas un jour précis, c'est un peu, il y a ce projet, mais c'est pas hyper tangible, ça m'a vraiment perturbée. J'arrivais pas à me motiver. J'ai eu des jours très dark où c'était pas facile cet hiver. Perdu, quoi. J'étais franchement un peu perdue, complètement. Donc ça n'a pas été simple, mais là, ça y est, j'ai enfin trouvé un équilibre
qui structure un peu mes journées. Ouais. Donc du coup aujourd'hui mes journées ça va être de travailler le matin parce que c'est là où j'ai l'impression d'être le plus créative. Ok. Ouais. J'ai toutes mes idées là qui... Et productif. Ouais, j'ai toute mon hyperactivité qui revient maintenant que voilà, j'ai trouvé un peu Ouais. mes projets et tout. Donc le matin je suis hyper productive, je fais tout mon truc. Ouais. L'après-midi je vais m'entraîner. D'accord. J'ai mis du temps à accepter ça. J'avais l'impression de plus avoir le droit de m'entraîner parce que je suis plus en recherche de performance sur les compétitions. Mais en fait, je veux maintenir mon niveau. Demain, je veux aller accompagner, coacher des gens Bien sûr. en ayant toujours mon niveau. Bien sûr. Donc du coup, je me suis réautorisée mentalement l'entraînement. Donc ça restructure ma vie aussi. D'accord. Et voilà, et ensuite, en fin de journée, je vais plus être axée sur travailler sur de la création de contenu, un petit peu les réseaux C'est sociaux. cool, Voilà. ouais. Donc j'ai restructuré mes journées et Tu t'ennuies pas, quoi. T'as réussi non, à je m'ennuie t'occuper pas. différemment. Et en fin de compte, finalement, j'ai retrouvé une énorme motivation dans tous ces projets qui sont à venir. Et donc, non, je suis très très contente finalement de mon nouvel équilibre. Ouais, d'accord, ça marche. On va parler des voyages maintenant. Ouais. Quel est ton meilleur souvenir de bike trip? Alors, mon meilleur souvenir, c'est finalement C'est toi qui... c'est le tout premier. C'est quand j'ai signé avec ma première équipe qui allait me déplacer sur les compétitions. Et j'avais 19 ans. Et en fait, quand tu as 19 ans, au Chili, tu peux pas louer de voiture. Ah, Et mon d'accord. premier voyage, c'était le Chili. Donc il faut savoir qu'avant ça, j'étais quasiment jamais partie de ma vie. J'avais pas voyagé avec mes parents, j'avais dû faire un voyage scolaire à l'étranger, c'est tout. Ouais. Et du coup, premier voyage catapulté au Chili avec mes 2 teammates qui avaient à peu près le même âge que moi. Et on s'est retrouvés, voilà, on est parti sans staff au début du voyage pour aller faire une compétition en amont. Et du coup, on a voyagé en bus au Chili. C'était notre première expérience. Heureusement que je parlais un petit peu espagnol, j'avais fait espagnol à l'école. Et en fait, on s'est retrouvés catapultés là-bas à dormir quasiment chez les locaux. On a pris un bus ensuite pour rejoindre la destination de la Coupe du Monde où on allait retrouver notre staff. Il s'avère qu'on s'est trompé de bus. Ils nous ont lâchés dans la pampa complète, la pampa totale, genre loin de... On était à 1 heure de Santiago, qui est la capitale, enfin perdu. Des histoires comme ça où en fait c'était complètement à l'aventure, livré à nous-mêmes, mais en fait c'était incroyable. Moi j'en regarde. Sur le coup, je pense que tu rigoles pas trop, mais après. En fin de compte, avec cette équipe-là qu'on était et le recul de la situation, mais improbable quoi, j'ai trouvé complètement livré à toi-même au Chili. C'était fantastique. Ça a été la première Coupe du Monde pour moi à l'étranger. C'était sur le Chili, au volcan. Enfin, je touchais un petit peu en fait un rêve que je ne m'étais même pas imaginé avoir, de rouler pour une équipe au Chili, et ça a été le déclic qui a fait basculer un peu la suite. Donc forcément, je garde un souvenir. Mais dans ces circonstances, même la moindre galère, c'est du positif, tu vois. Tu dis, Et après, voilà, j'ai eu des voyages incroyables plus tard avec Cédric et Kylian en Arizona, en camping-car, en Australie. Enfin voilà, c'est une chance unique, quoi. C'est dur de choisir un voyage, mais je dirais celui-là pour le truc. Parce que c'était le premier, mais ils ont tous été dingues par la suite aussi. Et du coup, tu as forcément des bons souvenirs, mais aussi des mauvais. Donc ton pire souvenir, même si ça reste un bon souvenir, on a toujours des galères, tu vois. Donc, Ouais, mais en fait, je trouve que finalement, moi j'aime bien ça, la galère, parce que c'est ce qui va faire que tu vas avoir des trucs complètement improbables. C'est clair. J'ai pas vraiment de mauvais souvenirs de voyage. Je dirais que pour moi, le plus... C'est pas mauvais, mais chiant, c'est quand t'as des galères dans les aéroports, avec les avions, avec les vélos qui arrivent pas. C'est plus, voilà, c'est de la frustration, c'est des moments qui sont un petit peu stressants. Donc je dirais que les seuls mauvais souvenirs de voyage que je vais avoir, c'est souvent lié à ça. Donc de la logistique. De la logistique, à l'aspect logistique, parce que malgré tout, tu pars sur une destination pour faire ta compète, t'as pas de vélo, c'est compliqué, quoi. Donc c'est plus des mauvais souvenirs avec des compagnies aériennes qui veulent rien savoir. Voilà, des trucs comme ça, quoi. C'est clair. Bon, ça va, rien de bien. Non, rien de chiant. D'accord. Au niveau des blessures, on va parler de ça, parce que forcément, dans ce sport, ça fait partie du sport, il faut l'accepter. Quelle a été ta pire blessure? Alors déjà, j'ai eu la chance finalement de pas tant me blesser que ça sur ma carrière. Je me suis cassé quelques trucs, mais rien de trop grave. J'ai eu la chance de pas
trop avoir de gros crash à conséquence. J'ai fait une commotion. Enfin, dans l'ensemble, je m'en suis bien sortie sur Ouais. toutes ces années de compétition. Ma blessure la plus marquante, c'est celle du bout de bois dans le pied. Et voilà, ça a été vraiment le plus marquant. Mais en fin de compte, pas non plus hyper grave dans le sens où D'accord. c'était complètement improbable, impossible que ça c'est arrive. clair. Mais d'un autre côté, c'était complètement miraculeux aussi Ouais. que T'as eu de la chance dans ton malheur, quoi. voilà, que ça ne me touche rien. Donc en fait, pour les gens qui savent pas, Ouais. j'ai fait une compétition de VTT, une manche de Coupe du Monde de vélo électrique, où en fait, dans un virage, je sais pas comment ça s'est passé, je me suis empalée avec mon pied sur un bout de bois qui était quand même assez conséquent. Ouais. Là, les images ont fait le tour du monde. Ouais. J'ai été live, franchement, j'ai fait plus de trucs grâce à ça qu'à tous mes résultats. Ouais. C'est là où tu te dis aujourd'hui le monde il est fou. Ouais, c'est ça. Je mettrai une image peut-être pour que les gens aient une visualisation du truc. Mais du coup, en gros, voilà, donc je me suis empalée sur cette branche. Et en fait, elle est passée au milieu des métatarses, donc elle a poussé tous mes os, elle a poussé mes tendons. Le seul truc qu'elle a sectionné, forcément, c'est beaucoup de tissu parce que le bout de bois est rentré, sorti de l'autre côté. Ouais. Il m'a transpercé le pied de part en part. Ah, tu peux en parler, clairement. Ouais. Il a complètement transpercé. Et du coup, voilà, beaucoup de tissu, beaucoup de nerfs. Aujourd'hui, les seuls trucs où je vais galérer, c'est parce que c'est pas très bien irrigué et tout. Le plus gros risque, c'était l'infection, mais j'ai eu la chance de tomber vraiment sur un chirurgien qui a fait un travail de ouf. Je les entendais parler parce que j'étais sous péridurale quand ils m'ont fait l'opération. Ils ont vraiment... Je leur ai mis la pression de fou, parce que dans 1 mois et demi, non même pas, 1 mois après, j'avais une manche de Coupe du Monde. Donc je leur ai dit... déjà Ah non, mais j'ai reroulé. Je leur ai dit, il faut que ça soit nickel, faut pas qu'il y ait d'infection et tout. Et je les entendais, ils disaient, ouais, qu'on a passé 2 litres d'eau là, je crois que c'est bon, ok, bon. Ouais. Donc ils ont vraiment bien nettoyé. Mais du coup, ça s'est passé comment? Ils ont découpé la chaussure et ça s'est fait... J'ai eu vraiment... J'imagine que tu tires pas le bout de bois, quoi. Non. Ouais. Franchement, vu la douleur, je te jure que ça me serait pas venu l'idée. Ouais. Déjà, il faut savoir que ça a été un peu galère parce que j'étais dans la pampa, sans que le secouriste arrive, il a fallu me déplacer, l'hélico pouvait pas me récupérer. C'était à quel endroit? C'était à Valberg. D'accord. J'ai eu la chance d'avoir une secouriste exceptionnelle qui s'appelle Marie, qui a été vraiment incroyable, vraiment. Ouais. Et donc du coup, ça a été très long. J'ai gardé mon bout de bois 5 heures dans le pied jusqu'à ce que et la douleur était vraiment dure. Vraiment dur et du coup ils ont découpé. C'était infernal. Ils m'ont dormi une première fois à l'hôpital pour m'enlever la chaussure. En fait, quand ils m'ont enlevé la chaussure, ça allait mieux. Ouais. C'est parce que le bout de bois poussait tellement mes os. À la radio, si tu veux, mon pied avait doublé en largeur. Ouais. Mon pied s'était complètement écarté. Dans la chaussure, j'avais le bout de bois qui touchait les 2 os. Donc ça faisait très mal. Ah oui, je t'imagine même pas. Ouais. Et au final, pour m'enlever le bout de bois, ils m'ont fait péridurale. Et le plus qui a été douloureux, finalement, c'était les grosses... elles n'étaient pas tant grosses en termes de taille, mais c'est qu'en fait, à l'intérieur, si tu veux, tout le tissu avait été complètement arraché, quoi. Et du coup, j'ai pas dormi pendant plusieurs nuits. Le matin, c'était hyper douloureux quand le sang affluait à mon pied. J'ai perdu connaissance un matin en voulant aller aux toilettes. C'est Cédric qui m'a ramassé. La douleur était quand même très violente. Mais c'est rentré dans l'ordre assez rapidement. Et 1 mois plus tard, j'étais à Whistler pour la Coupe du Monde. J'avais eu le feu vert, bien entendu, du chirurgien. Et en fait, le seul risque, c'était que ça s'infecte ou quoi. Mais bon, à ce stade-là, c'était plus ou moins derrière moi. J'avais quand même pris toutes les assurances pour pouvoir rentrer au cas où ça se passait pas bien. Et du coup, tu avais adapté quelque chose dans la chaussure ou pas du tout? J'avais pris une taille de chaussure plus grande, donc je roulais avec un 36 ma pointure normale d'un côté et un 37,5 de l'autre côté parce que mon pied avait pas encore repris sa taille normale. Et surtout, j'ai fait un travail de ouf avec mon préparateur mental. Donc c'est-à-dire qu'on a bossé ça et le jour J, j'étais tellement prête mentalement que j'avais des sensations. Ça me faisait la sensation que mon pied était liquide dans ma chaussure tellement c'était, je pense, douloureux. Mais j'ai fait abstraction totale et c'était hyper intéressant de voir à quel point tu pouvais mettre la douleur de côté sur une journée. C'était fou. C'est fou. Ouais. Mais du coup, pour revenir après une blessure comme celle-ci, j'imagine que tu as quand même des doutes. T'as vu la course dans 1 mois, tu t'es dit, bon, à cause de ça, mentalement, ça ne doit pas être la folie. Ouais. Comment tu fais pour revenir encore là, la convalescence n'a pas été très longue, puisque au bout d'1 mois, tu as reroulé. Mais comment tu fais pour revenir au niveau, sachant que tu es blessé et que tu reviens de Pour moi, le plus gros doute, il vient du fait que tu t'es pas entraîné.
C'est ça. Et moi, je suis quelqu'un qui a besoin de s'entraîner énormément pour être sûr de moi un petit peu. Donc là, le plus gros doute, c'est de se dire putain, je me suis pas entraînée pendant un mois, les autres elles se sont entraînées, voilà, ça va se voir tout de suite. Ouais. Donc c'est le premier truc. Donc c'est accepter le fait que en fait c'est comme ça, t'as pas le choix, quoi. T'es blessé, t'as pas le choix. Dessus, quoi. Donc pour moi, ça a été le premier truc. Et après, je pense qu'il faut jamais oublier qu'en fait, quand ça fait longtemps que tu t'entraînes, c'est parce que tu t'es pas entraîné d'une certaine période que ton corps il a tout oublié. Ouais. Donc du coup, il faut un petit peu se raccrocher à ça et se dire non, ok, ça va le faire. Et après, je pense très clairement que le mental a un rôle monstrueux et que ça peut tout changer. C'est clair. D'accord. Au niveau du sport et de la pression qu'on met sur les femmes dans le sport, est-ce que tu veux parler un peu de ça? C'est intéressant. Ouais, C'est la carrément. première fille que je reçois. Ouais. Premier épisode de l'année, donc c'était un peu le but. Et Ouais, je bien suis sûr. content. Et donc, Ben, je pense que déjà, moi j'ai vraiment vu l'évolution depuis voilà, 10 ans que je fais ça. J'ai l'impression que plus ça a évolué, moins. En tout cas, plus tu peux être un petit peu qui tu es déjà dans le sport. Au début, je trouve qu'il y avait une pression énorme sur le corps des femmes. Ouais. Donc, il y avait vraiment ce truc de devoir avoir une certaine image, un certain style, un certain truc. Et je trouvais que c'était un peu pesant. ouais. Et vraiment, si tu regardes ces dernières années en freeride ou quoi, franchement, tu peux être qui tu veux. Enfin, il y a vraiment C'est plus une liberté d'expression et d'être comme tu es en fait. Donc, j'ai vraiment vu une évolution positive. Il y avait aussi ce truc un petit peu au début sur les réseaux de voir voilà, des défis où c'était vraiment presque dans l'image au corps, de devoir, tu vois. C'était malsain, quoi. Ouais, moi franchement, je vais être honnête, ça me faisait chier. Quand je voyais des marques Ben, qui allaient mettre en avant des meufs sur le vélo, où c'était purement dans un truc un petit peu, tu vois, pour être sexy, pour ça, mais pour moi c'est un cauchemar, vraiment. Je le vis très très mal. Et aujourd'hui encore, ça me dérange pas en fait, tu vois, si ça correspond à la meuf, mais quand tu sens que c'est un truc purement marketing, là ça me dérange. Tu vois, si t'es une fille et que tu kiffes ton corps, que ton truc à mais quand toi, ta volonté c'est à d'être toi, comme quoi. ça, pas de problème, tu vois, en fait, tu fais ce que tu veux, genre. Mais quand c'est poussé, amené par des marques, là, ça me dérangeait. C'est Et clair. ça, c'est quelque chose que j'ai toujours détesté. C'est clair. Et même aujourd'hui, tu vois, je trouve ça se voit quand c'est c'est pas purement naturel, marketé. quoi, ça, Et c'est franchement, c'est naturel. horrible, quoi. Faut arrêter avec ce délire-là. Ouais, c'est clair. Ou tu vois, d'aller sortir des trucs complètement lunaires en disant que c'est pour les meufs. Mec, en fait, la plupart des meufs, elles peuvent rouler. Elles font pas du vélo Elles automate. peuvent rouler comme un mec en fait, donc t'as pas besoin de prévoir un Ouais. truc spécifique, pas possible quoi en fait. Ouais, ils jouaient beaucoup sur ça. Et ça voilà, ça a vraiment évolué et aujourd'hui je trouve que les marques dans l'industrie, elles considèrent les femmes comme les mecs et ça fait un bien fou. Même tu vois au niveau des partenariats, au niveau de comment les marques elles vont te mettre en avant. Aujourd'hui les marques elles racontent ton histoire au-delà de qui tu es, Bien homme, sûr. femme, et ça, c'est clair. incroyable. Ça fait beaucoup de bien de se sentir Ouais. valorisé en tant que personne et en tant qu'athlète, Bien sûr. et pas seulement pour Parce que qui t'es- tu vas représenter. Voilà. Donc ça, c'est le premier truc. Il y a une vraie évolution, et je pense que ça continue encore. Aujourd'hui, tu as encore des fois des petits déclics, mais la différence, c'est qu'il y a les réseaux sociaux. Ouais. Et je trouve que c'est une force aussi de pouvoir s'exprimer au travers de ça, Bien et sûr. ça a fait évoluer les mentalités. Et je dirais juste que voilà, aujourd'hui, le VTT, ça reste une pratique qui est encore très masculine. Ouais. Et je pense qu'il faut encore le démocratiser, que ça s'ouvre et que les femmes prennent conscience qu'en fait, tu peux tout à fait faire de l'enduro, tu peux tout à fait faire de l'ADH, tu peux tout à fait en faire. Aujourd'hui, plus que jamais. Du en fait, bike au park. final, Tu peux faire ce que tu veux en fait. Ouais. Et c'est pas une pratique qui est limitée aux mecs, pas du tout. Et c'est là où à chaque fois, pour moi, c'est un peu mon combat, c'est de dire aux femmes, en fait, on pense que sur le papier, c'est un sport qui est plus fait pour les mecs par rapport à l'adrénaline, par rapport à tout ça. Mais en fait, ça, c'est juste une conception du sport. En fait, les femmes, là, on va avoir une façon de rouler, une approche qui va peut-être être différente au début, mais en fait qui va évoluer, et puis Bien sûr. petit à petit tu vas trouver ton truc à toi, Ouais. mais en fait c'est absolument pas limité. Et je trouve que là où il y a eu un énorme changement, c'est sur les petites filles. Ouais. Et moi aujourd'hui j'ai D'accord. tout un groupe de petites qui ont entre la plus jeune, allez on va dire 8 à 14-15 ans. D'accord.
elle shred, elle se pose pas de questions. Ah, c'est Et cool. ça, je pense, c'est un petit peu grâce aux réseaux sociaux. Ouais. Elles voient leur idole, Ben ouais, des Tennessee Graves, des Valiol, qui leur c'est ça. ouvrent un champ de perspective qu'elles avaient peut-être pas avant. Ouais. Et je pense que, tu vois, dans 10 ans, tu me reposes la même question, Bah, on sera à des années-lumière C'est ça. de ce C'est qu'on pour ça que je vit dis aujourd'hui plus que jamais, quoi. Ouais. Parce que quand tu vois des meufs qui prennent le départ de la Red Bull Rampage Non, mais c'est ou de la Red Bull tellement, Hardline, tu te dis, c'est mais tellement what? cool. C'est tellement cool, mais quand tu penses à il y a 10 ans où on en était, et Ouais. là, aujourd'hui, c'est Ça a c'est explosé, trop hein, bien, ça a et explosé. je pense que dans 10 ans encore, on sera vraiment, mais ouais, presque honnêtement sur un pied d'égalité, et Ouais, ce parce que sera le niveau est incroyable pour le sport. stratosphérique, là. Ouais, non, mais c'est Il y a clair. des meufs, elles mettent la tannée à beaucoup, Mhm. beaucoup de mecs. Donc, Ah, carrément. il n'y a pas du tout à rougir, et au contraire, Mhm. je pense qu'elles ont leur place tout autant que les mecs. Ah non, mais ça c'est évident. Et surtout, je pense que là où ça a changé dans les mentalités, c'est qu'avant, peut-être qu'il y avait ce truc de se dire une femme, elle peut pas promouvoir une marque de vélo. Ou, tu vois, il y a 10 ans, tu voulais être pilote pro en tant que femme, mais ça n'existait pas, C'est quoi, quasiment. Ouais, c'est vrai. Et aujourd'hui, ça existe parce que les marques ont vraiment pris conscience qu'en fait, au même titre qu'un homme, une femme, elle peut promouvoir de l'équipement, une marque C'est de clair. vélo. Et même plus, je dirais. Je pense que... C'est différent en fait, c'est tout quoi. C'est juste, voilà, Ouais. c'est la personnalité avant tout en fait. Mhm. Et du coup, est-ce qu'on peut parler un petit peu de la scène féminine actuelle, du coup, qui déchire? Complètement. Est-ce que tu suis, toi, un petit peu d'autres disciplines, ou tu restes... Ah non, moi je dans suis, l'enduro, je m'intéresse à beaucoup de disciplines et surtout à beaucoup d'autres sports aussi. Ouais. Et je trouve ça passionnant de voir ce qui se passe dans d'autres sports. Tu vois, Ouais, là on bien est en sûr. plein hiver, c'est le Freeride World Tour. Je vais suivre un petit peu ce que font les skieuses, beaucoup ce que font les snowboarders parce que Ouais. c'est un petit peu plus mon univers. un Et truc, ouais. tu vois, voilà, de voir tous ces autres sports qui, pareil, suivent la même dynamique que le vélo Ouais, finalement. c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, tu regardes le Freeride World Tour, la place des femmes, elle est énorme Bah ouais. comparée Même à au il y a ski, quelques années, là, mais de fou. Ouais. Et moi, je kiffe trop. Ouais. Après, dans le VTT, forcément, je vais vachement suivre l'ADH parce que Ouais. c'est ce qui colle le plus à mon univers. Mais je regarde aussi beaucoup le cross-country. Et voilà, moi, ce qui me plaît dans le sport, au-delà de la performance, presque, je vais dire que celle qui va. Enfin, c'est pas que ça m'intéresse pas qui gagne, Ouais. mais ce qui m'intéresse, c'est les histoires et un Bien petit sûr. peu savoir l'envers du décor. Tu vois, une personne qui va revenir de blessure, qui a une histoire, tout ça, Ouais. moi, ça, je kiffe. Ouais, c'est cool. Ouais, ça me fait vibrer. C'est un peu pour ça que j'ai créé le podcast, parce que c'est toujours cool. Ben, tu vois la personne briller un Tu sais jour, pas ce qu'il y a une derrière. heure sur la compétition, alors que la personne, ça fait 20 ans qu'elle Ouais. s'entraîne et qu'elle a Complètement. vécu des hauts, des bas, des Mhm. trucs, elle est passée par des trucs incroyables. Et c'est le but du podcast aussi, Mhm. d'humaniser un petit peu ces personnes qu'on voit. Ouais, complètement. Donc c'est cool, ouais. C'est super intéressant. Et du coup, est-ce que ça t'arrive d'avoir peur Tout le temps, en tant que fille, garçon? Ben, nous les mecs, on a peur aussi. Mais bien est-ce sûr. que ça t'arrive d'avoir peur sur le vélo? De toute façon, la peur, elle a pas de... la peur, elle s'en fout de. Exactement. La peur, c'est tout le monde qui la ressent. Et, Il y a plein de gens qui voient ce qu'on fait et qui disent mais vous êtes des fous, Non, moi, c'est j'ai- une histoire de taré, vous n'êtes pas conscient et tout. Si, en fait, on est conscient de Ouais, ce ouais, qu'on fait. complètement. En gros, moi déjà, je roule beaucoup dans ma zone de confort parce que mon sport, il implique que je passe la ligne d'arrivée, il Bien sûr. implique que je sois constante sur ma journée et il y a beaucoup de management, de stratégie derrière ça. Bien sûr. Donc du coup, je suis 90% du temps quasiment dans une zone de confort où bien sûr je peux tomber, mais je suis à peu près tout le temps en Bien maîtrise sûr. et ça va, je n'ai pas peur. Ouais. Je vais avoir peur quand c'est des sauts. C'était un truc que j'ai énormément travaillé, où il a fallu que je passe des caps de ouf. Et voilà, donc ça va être pour moi la plus grosse peur, elle est souvent liée au saut ou un passage technique que je vais faire pour Ouais. la première fois. Mais c'est très rare. Faut Ouais. vraiment que le passage il soit hardcore pour que Ouais, c'est clair. j'ai peur. Par contre, les sauts, ouais, ça me challenge de ouf. Mais même des sauts bidons. D'accord. Quand je dis bidons, c'est des sauts qui sont complètement à ma portée, Ouais, bien sûr. de par voilà, mon expérience et mon niveau Bien technique. sûr. Mais qui vont faire que j'ai une peur complètement irrationnelle. Et c'est là où, en gros, pour moi, ce que je dis souvent aux gens, c'est de... Enfin, moi, ce qui m'a aidé, en tout cas, c'est d'analyser cette peur. Je suis Ouais. vraiment... Bah, t'as pu comprendre, je suis Ouais. hyper dans le calcul, Ouais, l'analyse. C'est pareil par rapport à la peur. Donc souvent, je me dis, est-ce que c'est une peur qui, en gros, est là pour essayer de m'envoyer un message, de me dire, c'est dangereux, fais gaffe. Ouais. Ou c'est une peur complètement irrationnelle par rapport à un truc que tu es largement capable de faire. Tu as le niveau technique pour, Ouais. et en fait, c'est juste une peur paralysante que tu as pour zéro raison. Ouais, c'est clair. Et du coup, déjà, ok, je vais catégoriser un peu ma peur. Ensuite, c'est une peur qui est là parce que c'est difficile, parce que c'est un gros saut, quelque Ouais. chose que j'ai pas Ouais. encore fait. Ok, on va on va vers là, parce que bon, la peur du facile, tu vois, au final, Bien bon, sûr. tu vas là facilement te switcher. Ouais, ouais. Mais si c'est une peur difficile et qu'il faut quand même que tu le fasses,
Moi, j'ai trouvé que j'avais beaucoup de confort dans l'analyse, la D'accord. suranalyse même. C'est-à-dire Ok. que, par exemple, je prends l'exemple le plus concret où je me suis challengée sur des sauts qui étaient vraiment gros, c'est la Coupe du Monde de DH à Lourdes, Ouais. où il y avait des gros road gaps, le saut d'arrivée était monstrueux. Là, il a fallu que je me challenge. Donc, du coup, ce que j'ai fait avec Cédric, c'est que j'ai suranalysé les sauts. Il m'a peut-être répété, mais 10 fois, 15 fois. Ta vitesse, il faut qu'elle soit comme ci, comme ça. Il faut que tu partes de là. Tu mets 3 coups de pédale. Sur l'appel du saut, ta position, ça va être là. Ce saut-là, il faut que tu le tires. Ce saut-là, il ne faut pas que tu le tires. L'appel, je vais regarder l'appel 10-15 fois. Je me recule, j'y vais, je le re-regarde. Et si tu peux faire pareil sur un passage technique. Ouais. Regarder l'entrée, c'est hyper important. 10-15 fois, il faut regarder l'entrée. Je viens savoir exactement. L'entrée, elle va tout déterminer C'est clair. finalement sur un C'est passage. clair. Et je le mémorise et je le visualise. Je le prends en vidéo pour le re-regarder en photo. Je vais me repasser, par exemple, si c'est un saut à l'aveugle, les détails en l'air que je vais pouvoir voir. Ouais. À quel moment Des repères, du avoir saut, des repères quoi. je vais découvrir la réception. Souvent, c'est ceux-là qui te terrifient, ces sauts où tu vois pas ta réception. Mais à un moment donné de ton saut, tu vas la voir. Une fois que t'es en l'air, tu la vois. Mais du coup, tout ça, et je me le passe 15, 20, 100 fois s'il faut. Et là, je vais me redemander, est-ce que ça y est, tu te dis que tu peux y aller ou pas? Et si je me dis vraiment, non, là, je le sens pas du tout, je pense que j'ai pas la capacité technique, j'ai pas l'engagement, je vais peut-être m'écouter. Par contre, si une fois que j'ai vu tout ça et que je me dis, ben ouais, là, maintenant, il faut y aller, quoi. Ben, je vais me faire un déclic, et pour moi, ce déclic, c'est de me faire 3, 2, 1, et là, j'y vais. Et peu importe ce qui se passe, 3, 2, 1, j'y vais. Le seul truc qui ferait qu'au dernier moment, j'y aille pas, c'est s'il y a un changement. J'ai pas fait la bonne trajectoire, j'ai pas eu la bonne vitesse, j'ai eu un truc sur le vélo. Ça se passe quelque chose. Je me suis dit, et la seule fois où j'ai pas écouté ça, ben, je me suis crashée. Voilà. Donc c'est pour ça, en fait, que maintenant, c'est un peu ma stratégie. Ouais, la seule fois où je me suis mis un énorme crash, c'est parce que c'était sur une roco d'enduro, il y avait une double de 8 mètres. Mais c'était la dernière piste de la journée, il pleuvait des trompes d'eau, on avait roulé 5 heures sous la pluie. Je me suis dit, putain, non, j'ai pas envie de m'arrêter, remonter, refaire. Du coup, j'y suis quand même allée. Dans l'appel, j'ai glissé parce que c'était plein de boue, j'ai perdu l'avant, je me suis mis un poney de l'espace, je me suis détruite, quoi. Donc voilà, c'est un peu ma stratégie peur qui marche bien. Et dessus quelqu'un qui ouvre, ça t'aide pas, tu préfères. Alors, pas forcément, ça dépend des sauts. Selon les sauts, je préfère être seule parce que je me suis vraiment aperçue que moi je saute à la vitesse. J'ai pas j'ai jamais fait de dirt, j'ai pas cette capacité technique à tirer. Et souvent, quand je suis Pookie, qui lui est un pur dirter, il va arriver à 2 à l'heure sur un saut. Il va tirer, il passe, et moi derrière, tu pars, je mets un poney pas possible parce que ben non, je saute pas comme ça. Toutes les techniques sont non, en fait, voilà, je pense que il faut savoir le saut. Mais finalement, je crois que j'aime bien sauter seul si c'est un truc particulièrement challengeant. Ouais, d'accord, ça marche. On va revenir aussi sur une de tes saisons. Donc, tu as réussi à réaliser ce que personne n'a fait quasiment, la saison parfaite. Tu as gagné les 8 manches de Coupe du Monde. Plus derrière, tu as enchaîné avec le Trophée des Nations. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ça? Ouais, carrément. Du coup, on n'est que 2. Il y a Cécile et moi qui avons fait une saison parfaite en enduro en Coupe du Monde. Et du coup, derrière, Trophée des Nations pour moi. Et en fait, ça s'est fait naturellement, de course en course. En gros, l'objectif, c'était d'aller chercher le overall à la base, mais pas du tout de chercher l'objectif de gagner chaque manche. Mais du coup, vraiment, voilà, à chaque manche, j'ai essayé de performer et j'ai eu la chance de ne pas avoir de gros ennuis, quelque chose qui bloque cette réussite. J'ai eu des petits ennuis mécaniques par-ci par-là, mais rien qui a entravé un petit peu cette réussite sur la saison. Et finalement, c'est plus après coup qu'on s'est dit, c'est hyper cool d'avoir gagné toutes les manches. Mais à la base, non, c'était pas un objectif pur et dur. Donc, non, j'étais très très contente vis-à-vis de tout ce qu'on avait mis en place avec Cédric. C'était beau, c'était un beau projet collectif. Donc, non, c'était top. Et de l'avoir fait une fois, c'est vrai que c'est cool dans une carrière. Carrément. C'est clair. Puis après, tu as été couronné du Graal. Championnat du monde, les tout premiers championnats du monde d'enduro. Pour le moment, tu es la seule et unique championne du monde. Ça, déjà, en gros, j'ai toujours eu. Ça a toujours rendu fou Pookie parce qu'en fait,
à chaque fois, bah voilà, j'ai gagné 3 fois l'overall de la Coupe du Monde. Ouais. Aujourd'hui, je dis overall de la Coupe du Monde, mais quand le championnat du monde n'existait pas, tu disais que tu étais champion du Ouais, monde c'est ça. d'enduro, parce que bah, c'était le plus haut niveau que tu puisses atteindre Le en seul enduro. truc qu'il y avait, ouais. Mais moi, je lui disais toujours non, je suis pas champion du monde. J'aimerais avoir le maillot. Parce que je lui disais, pour moi, ça, c'est pas être champion du monde. Ouais. Donc, au final, j'ai mis peut-être 1 an et demi avant de dire, d'appeler le classement général championnat du monde, parce que dans ma tête, je voulais pas dire que c'était un Ouais, championnat c'est du monde. Mais pour autant, tout le monde m'appelait championne du monde parce que c'était voilà, c'est numéro 1 dans ta discipline. Bon, c'était le cas parce que ça n'existait pas. voilà, c'est ça. Donc, et j'avais toujours ce truc dans le coin de ma tête de me dire non, pour moi, c'est pas un championnat du monde. Pour moi, il n'y a pas de maillot, c'est pas un championnat du monde. Pour ceux qui savent pas, juste j'explique. C'est une que nuance. la saison complète de Coupe du Monde, Mhm. c'est plusieurs manches. Et les championnats du monde, c'est une seule course Où t'as un maillot. où tu as le maillot de champion C'est du ça. monde de l'année. En fait, la plus grosse différence, elle est là, elle réside dans le fait de ce maillot. Et pour moi, ce maillot, ça a toujours. Voilà, je viens du cross-country à la base, donc où tu avais ce maillot, je l'ai toujours vu dans les autres disciplines, je l'ai toujours rêvé. Et puis, du coup, je faisais le seul sport où il n'y en avait pas, quoi, tu vois. Donc, il y avait déjà un peu de frustration. Franchement, il y avait une frustration un petit peu par rapport à ça, de se dire, t'as pas de maillot. Il faut savoir que, moi, j'avais déjà prévu de faire une pause en 2025. Ouais. On avait entendu parler de ce championnat du monde dès 2022-2023. Donc à partir de là, c'était flou et sans le savoir, moi je m'entraînais pour ça. Même si il n'avait pas encore annoncé officiellement, je m'entraînais que pour ça. C'était ta target, tu avais un objectif. Tout l'hiver, je me suis entraînée que pour ça. On n'avait toujours pas le truc. Il y a vraiment des jours où franchement, c'est fou, ça me rendait folle quoi, de m'entraîner un peu dans le vide quoi, finalement. Et puis quand ils l'ont annoncé en début de saison, ça a été le déclic absolu. Là, ça y est, c'était ok, il est là. Il est là. Maintenant, on va perfectionner tout ce qu'on a mis en place et on y va. Et en fait, ce maillot, pour moi, c'est le symbole, en fait. Tu vois, de réussir dans ton sport, pour moi, ça passait par ce maillot. C'est ce que ça représente pour t'entrer dans la légende. Tu la vis, en fait, ce maillot. Et pour le coup, c'est tangible. Il est là. C'est pas comme un titre en Coupe du Monde. C'est hyper tangible. C'est visuel. Et pour moi, c'est le rêve absolu. Bien sûr. Donc, du coup, voilà. Et d'un autre côté, je savais aussi que j'avais qu'une seule chance. Parce que tu savais déjà que tu allais. J'avais annoncé que j'allais faire une pause en 2025 et j'allais pas revenir dessus. Je suis pas du tout du style à dire je l'ai pas eu, je réessaye. Pas du tout. C'était one shot, ça passe ou ça casse. Grosse frustration, je pense. J'aurais eu une frustration, mais d'un autre côté, je suis vraiment du style à me dire en fait, il y a plus fort que toi, on t'a battu, tu vois, c'est tout. Point mort. Donc, pas dans le truc à ruminer. Bien sûr. J'aurais été deg, mais ça voulait dire que on avait été plus forte que moi sur cette journée. Ok, pas de problème. Quoi. Mais voilà, donc c'était hyper plaisant dans le sens où c'était l'aboutissement de toutes ces années de travail en une journée. Et c'était, j'ai pris du plaisir à dérouler en fait, cette journée-là. Tout ce que tu avais travaillé en amont, c'était là, ce jour-là qu'il fallait tout mettre. Tout le plan. Ouais. Parfait. Et parlons-en de cette course, j'avais suivi, vous étiez arrivé et il a commencé à neiger, truc improbable. Ouais. Et c'était vraiment jusqu'au dernier moment, je me suis dit, tu vois, qu'ils vont l'annuler. Franchement, c'était assez lourd à gérer en termes d'inconnus. Ouais. Parce qu'en gros, on est arrivé sur place, il a neigé 40 à 100 je voyais vos stories, j'ai dit non. Sur les sommets, genre c'était du délire. Et moi, je commençais à me dire, je veux pas d'un championnat du monde au rabais. Je veux pas qu'il y ait une ou deux spéciales et puis on te couronne, super. Faux championnat du monde. Déjà, ça me faisait peur. Et ensuite, il y avait le risque qu'ils annulent la compétition parce que pour eux, c'était pas possible. Et les Italiens ont vraiment, ils ont tout donné pour maintenir la course. Donc, ils ont juste rabaissé certains départs. Pour qu'on parte un peu plus bas. Ils ont fait venir plus d'une centaine de bénévoles pour nettoyer les pistes. Ils ont déblayé, balayé. De ouf. C'est pour ça que sur les images, il y a de la neige de partout, mais pas sur le trail. Ils ont balayé les trails pour qu'on puisse faire notre championnat du monde. Et donc, du coup, voilà, ça a été vraiment cool d'avoir une vraie course. Et en fait, il s'est avéré que c'était des conditions dantesques. Il faisait 3 degrés, les trails hyper boueux, hyper glissants, des conditions, tu sais, qui sont un peu aléatoires finalement. Qui vont se casser. Ouais. Mais du coup, qui ont rajouté du piment à cette journée. Et moi, j'avais un peu ma stratégie de course que j'ai déroulée et ça a été payant. Parfait. Et du coup, maintenant que tu as tout eu, on va dire, entre guillemets, c'est le cas en plus. Est-ce qu'on doit t'attendre dans le futur
au départ d'autres disciplines? Est-ce qu'il y en a d'autres choses qui t'intéressent En gros, déjà, ma vision du truc là, c'est donc voilà, je l'avais annoncé, je fais une pause des compétitions Ouais. donc bah, cette année, je sais pas combien de temps je serai en pause, plus ou moins, ça dépend. Voilà, j'aimerais fonder une famille, donc ça maintenant, D'accord. c'est pas moi qui décidera, ça se Ouais, fera ça, quand c'est ça sûr. se fera. Mais c'est ce qui a motivé le fait que tu voulais Oui, mais c'est lever ce le qui a pied. motivé le fait de faire une pause. En fait, Ouais. tout ce que je fais, je le fais à fond. Et pour moi, c'était inconcevable de dire je refais une saison de compétition et puis on verra bien si je commence Bien sûr, ou pas. bien sûr, Non. bien sûr. C'est soit je fais un truc à fond, à 300%, Ouais. soit je le fais pas. Et je me voyais pas partir sur une saison de compétition et puis me mettre en pause au milieu comme C'est ça. clair. Voilà. Donc, chaque chose en son temps. Ouais. J'avais plein de projets médias que j'avais envie de faire, mais où j'avais pas le temps non plus. Donc, je me suis dit, allez, là, on fait une pause, on fait tous ces projets que tu as mis de côté, Ouais. les interactions sur les réseaux sociaux, tout ça, voilà, tout ce que j'ai pas pu faire ces années, et ce projet de famille. Donc voilà. Dans ce laps de temps, je vais probablement faire des courses qui n'ont rien à voir avec ce que je faisais jusqu'à présent. J'ai des idées qui me trottent, mais que je lance pas forcément encore, que j'annonce pas forcément encore, parce que tu sais jamais si tu vas pouvoir les faire. Bien sûr, bien sûr. Mais je pense que déjà des courses longues, ça m'intéresse. J'ai jamais fait d'ultra distance et ça me trotte. Plus pour la découverte de cet effort que je connais pas. Le gravel, ça me trotte parce que justement, tu touches un peu à cette longue distance. Ouais. Et ensuite, pourquoi pas des courses d'enduro un petit peu plus à vue par étape. Renouer un peu avec d'où je viens en enduro, ces formats-là. Ouais, donc tu choisis Donc, tes événements. voilà, donc c'est certain que je ne ferai pas de Coupe du Monde Ouais. en enduro. Après, pourquoi pas un championnat du monde, mais en e-bike, pareil, une autre discipline. En fait, Ouais, découvrir, découvrir d'autres profiter trucs. de cette année sabbatique, entre guillemets. Ouais, on va découvrir un petit peu d'autres trucs. Et demain, après ce break, j'ai absolument pas fermé la porte des compétitions. Ouais. Si j'ai envie de revenir, j'essaierai, du moins. On verra, voilà, c'est toujours pareil, j'essaierai. Je ferme aucune porte. L'ADH, ça m'a toujours attiré et j'ai jamais vraiment eu l'opportunité en fait de le faire bien, on va dire. J'ai toujours fait des coupes du monde de DH. J'en ai fait 2, tu vois, mais un peu à l'arrache, très clairement. Donc voilà, c'est aussi un truc que j'ai en tête de faire un peu plus de DH. Ça serait cool, j'aimerais bien. Voilà, tu vois, sur des continentales, hein, pas forcément. Ouais, bien sûr. Mais j'aime bien cet aspect de pousser le truc de un peu l'aspect Formule 1, ça m'intéresse. Ouais. Donc voilà, ça sera beaucoup de compétitions différentes de ce que j'ai pu faire jusqu'à présent. Mais l'idée pour moi maintenant, c'est j'ai eu la chance de le vivre à fond en tant que rider pro. J'ai vu ce que c'était le haut niveau. Maintenant, je veux le partager. Donc si demain, par exemple, je refais de la compétition, mon but, c'est de le faire vivre aux gens, de montrer un peu l'envers du décor, de ne pas le faire seul. Documenter ça, tu veux dire? De documenter ça, de le faire vivre, parce que c'est une chance et je sais que ça fait rêver. Et c'est hyper dur d'être athlète de haut niveau et de prendre le temps de le montrer. Ça se fait beaucoup chez les anglo-saxons, mais en France, on n'a pas vraiment. C'est super dur, franchement, c'est super dur. Dans votre domaine-là, tu as Jack Moir, tu vois, Moir TV. En enduro, c'est très dur parce que, comme je te disais, tout est condensé. Jack, du coup, il a quelqu'un qui le filme, c'est un peu plus de l'extérieur. Tout ce que tu as à faire. Moi, je voudrais le faire de l'intérieur, très clairement. Et voilà, donc c'est un peu les projets à plus long terme. D'accord, c'est des beaux projets. Des beaux projets. Et est-ce que tu as la vision, disons, d'accompagner le team en dehors des rivalises, de l'autre côté des rivalises, sur la saison régulière ou pas? Je vais complètement accompagner mon team. Je continue d'accompagner l'équipe Lapierre l'année prochaine. Je passe un petit peu plus du côté du staff. Et en gros, mon rôle, ça va être pareil, de mettre un petit peu mon expérience en enduro au service de l'équipe. Et d'apporter ce que je peux apporter. Je vais aussi essayer d'apporter notamment sur l'aspect des réseaux sociaux, de faire vivre un petit peu l'histoire du team, montrer davantage ce qu'il en est. Et donc voilà, je vais être un petit peu de l'autre côté des rivalises. Et je suis trop contente. Franchement, ça va te faire voir autre chose et tu vas apporter une expertise, donc c'est cool. Donc tu vas quand même faire les déplacements sur... Je vais faire tous les déplacements de Coupe du Monde. Je ne ferai peut-être pas les courses de prépa, mais les ça donnera peut-être plus de temps aussi pour aller à la rencontre des gens, etc. Complètement. Et tout, ça, pour moi, c'est le rêve, d'avoir enfin le temps de le faire. En plus. Complètement. Franchement, c'est cool. C'est cool. Tu développes aussi le VTT sur la région d'Aubagne. J'ai vu que tu avais été choisie en tant qu'ambassadrice, ou c'est un partenariat, je ne sais pas comment ça fonctionne. Donc, qu'est-ce que tu peux nous expliquer ton rôle du coup dans le coin En gros, je suis devenue ambassadrice du pays d'Aubagne et de l'Étoile parce que c'est finalement mes terres d'entraînement depuis que je suis toute petite. Et en fait, c'est
un éventail de possibilités, aussi bien en vélo de route Ouais. qu'en VTT. Et du coup, ça s'est fait assez naturellement, on va dire, voilà, que je les rejoigne. Ouais. Ils ont le souhait de développer ça en fait. Ils ont le souhait de développer l'outdoor au sens large et notamment la pratique du vélo, que ce soit le vélo de route, le VTT, le gravel, le vélo C'est électrique. Aujourd'hui, ils proposent énormément de parcours déjà sur le pays d'Aubagne. Ouais. Et mon rôle, c'est un petit peu de montrer ce qu'il est possible de faire. Et moi, voilà, de développer un petit peu aussi cette pratique sur le pays d'Aubagne. Donc voilà, ça va passer par aussi bien faire des photos, j'ai pu en faire récemment, que de parler de mon expérience, de participer à des événements comme The Cycling Event qui a lieu à Aubagne. Donc dans un premier temps, c'est ça. Et à terme, j'aimerais proposer des journées un petit peu plus de ride sur le pays d'Aubagne. C'est cool, c'est cool, c'est cool. En dehors du vélo, qu'est-ce que tu aimes pratiquer comme activité? Je fais quand même beaucoup de sport en dehors du vélo. Je sais, je vois. Je fais, en gros, j'adore le snowboard. Ouais. Ça, c'est, je pense que si j'avais pas fait du VTT, ça aurait été un petit peu ma discipline phare. J'ai pas eu la chance d'en faire trop jusqu'à présent parce que voilà, tu peux pas tout faire. Mais j'adore le ski, j'adore le snowboard. J'aime bien le surf, ça, pareil, j'ai découvert un petit peu plus sur le tard. Je suis bidon, mais j'adore. Ouais, le skateboard, c'est ça. Le skateboard, je le découvre cette année parce que jusqu'à présent, je pouvais pas en faire avec le risque de blessure. Je sais pas comment trop dangereux. Pour faire du pump en skate. C'était trop dangereux jusqu'à présent. Pour moi, c'était trop dangereux jusqu'à présent, donc je peux le faire maintenant, donc je me régale. Et donc voilà, on va dire toutes les pratiques un petit peu comme ça. Ça plonge aussi. Je fais du snorkeling beaucoup et notamment l'hiver, j'adore ça. Tout ce qui touche en fait à la nature. J'adore aller camper. Tout ce qui m'amène un petit peu comme ça. Même la rando, promener mon chien, tu vois, des trucs, j'adore être dans la nature. Ouais. Et en dehors de cet aspect purement sport, j'adore tout ce qui est un petit peu être créatif. Donc j'adore coudre, je tricote, je fais j'adore tout ce qui va être faire un petit peu des crafts, des trucs comme ça, je kiffe. Voilà. D'accord. Et ça me sort du sport. Ouais, c'est cool, C'est cool, on ne connaissait pas cet aspect-là, justement, de ta personnalité. Donc parce que je n'ai jamais eu trop le truc de le mettre en avant, mais là, je commence un petit peu à en parler un peu plus. C'est cool. Et quand tu veux déconnecter, que fait Isa? C'est ça. Tu fais que ça? Ouais, je fais ça. Je fais des crafts, je vais me faire des t-shirts. J'ai une machine qui me permet en gros de floquer mes propres t-shirts. Donc je vais me faire mes petits délires comme ça. C'est stylé. Ensuite, j'aime bien en gros tout ce qui est vintage. Je peux passer plusieurs heures à chiner, à trouver le truc vraiment qui va me faire plaisir, au-delà de juste posséder une fringue, tu vois. Donc ça va être beaucoup de trucs comme ça. Et après, d'être dans la nature. Promener mon chien, c'est vraiment un truc qui me fait déconnecter, passer du temps avec elle, passer du temps en famille, avec Cédric. Ouais, d'accord. Et le soir, est-ce que tu te cales Netflix comme tout le monde ou c'est pas trop ton truc? Je fais flex. Alors déjà, en vrai, pour le moment, j'ai trop gardé l'habitude de me coucher hyper tôt. Donc à 9h30, franchement. Mamie Isa, carrément. Franchement, c'est rare que je passe 21h30 pour le moment. Donc forcément, tu regardes pas grand-chose dans ce laps de temps. C'est clair. Mais non, on est comme tout le monde, un petit épisode Netflix. Peut-être que tu consommes et je lis YouTube, beaucoup. peut-être, je sais pas. Non, je suis pas encore trop, je suis pas encore YouTube, mais je m'y penche en ce moment. Mais non, je suis plus du style à regarder un peu la télé et à beaucoup lire. D'accord. Voilà. Quel type de bouquin t'aimes bien? Je lis tout. Que ça soit des biographies, des livres purement qui vont me faire déconnecter, des trucs policiers, n'importe quoi. Franchement, en vrai, je lis tout ce qui passe. C'est cool, c'est cool. Donc, si tu devais changer quelque chose dans ta carrière, qu'est-ce que ce serait? Franchement, pas grand-chose. Le seul truc, pas que je regrette, parce que finalement, c'est aussi ce qui a fait que ma carrière, elle est comme elle est. Mais c'est qu'en fait, je n'avais pas conscience que c'était possible. Genre franchement j'ai tout fait pas à pas sans me dire qu'un jour j'aurais un maillot mais du coup c'est aussi ce qui a fait que c'était hyper frais, qu'il n'y avait jamais de trucs réfléchis, mais c'est plus des fois de pas y croire assez, de pas me dire que c'est possible d'être pro, de pas me dire que c'est possible de gagner, tu vois. J'ai souvent manqué un peu de confiance en moi, donc je dirais que c'est le seul truc. Je suis pas sûre que ça a été un frein. Donc en vrai, ça a bien marché, je changerais vraiment pas grand chose, si ce n'est après c'est plus du regret. Je regrette de pas avoir eu plus de temps pour passer du temps avec les gens, pour
veux dire, c'est tout bête, mais je sais que j'ai été complètement bidon pour répondre aux gens sur les réseaux, mais c'est parce qu'en fait, j'arrivais pas. Ouais, après, tu as trop de choses à gérer. Voilà, et du coup, bah, voilà, c'est plus des regrets que autre chose. Ouais, bah après, Mais après, attention. tu vas y remédier avec ta chaîne. Ouais, je pense que ça je va suis faire super. du bien à tout le monde, ouais. Dans l'ensemble, je suis super contente. J'ai C'est un beau projet. trop contente aujourd'hui de où j'en suis, des marques qui me suivent. C'est hyper cool. D'accord. Et bah, du coup, j'allais te demander ce que ça t'a apporté dans ta vie, le vélo. Tout. Et qu'est-ce que tu aurais fait si tu n'avais pas eu de vélo dans ta vie, quoi, du coup. Franchement, je dois avouer que ça m'a tout apporté, du début à être hyper active, à pas réussir à me canaliser. C'est Quand ton j'ai exutoire, quoi, ouais, au début, quand et- j'ai trouvé le vélo, ça a tout changé. Jusqu'à l'adolescence où ça a été hyper compliqué, mais au final ça a été ma bouée de sauvetage. Ma carrière dans le vélo où en fait j'ai eu la chance de vivre des trucs complètement fous. Ouais. Aussi le fait d'apprendre, tu vois, la performance, t'apprends plein de choses sur Bien toi, sûr. ça te développe en tant que personne. J'ai rencontré des gens Ouais. qui font aujourd'hui partie de ma vie Ouais, grâce tu à as ça. changé ta vie, ouais. Donc en fin de compte, je dirais tout. Et c'est pour ça que pour moi, c'est hyper important de redonner au vélo ce qu'il m'a donné. Ouais. Donc ça passe par l'association avec qui je suis vachement impliquée, qui s'appelle 50-50, D'accord. avec qui on a développé des programmes de reconstruction par le sport et notamment par le vélo pour les femmes victimes de violences. Ah, c'est beau Et, projet. et du coup, voilà, donc ça, les journées que j'organise de vélo avec les jeunes riders Ouais. et les femmes, enfin voilà, tout ça pour moi, c'est une façon de redonner Ouais. et de montrer que le vélo, en fait, ça apporte beaucoup de choses dans notre Ouais, vie. c'est clair. C'est clair. Ouais, c'est beau, il faut le mettre en avant. Ça, Ouais. c'est super comme projet, comme idée. Et ce que tu fais, c'est beau. Mhm. Vraiment. Si tu pouvais être un personnage de fiction, qui ce serait, d'après toi? Alors, c'est Et plus pourquoi? qui je serais. Et je pense que je serais un vrai personnage bisounours, genre un Winnie l'ourson. Ouais, je suis vraiment comme ça en fait. Les gens pensent que de par mon sport et un petit peu le fait que j'aime beaucoup performer, Ouais. gagner et tout, je suis quelqu'un, tu vois, mais pas du tout. En vrai, dans la vie, dans la vie de tous les jours, je suis un vrai Winnie l'ourson. Je vais chialer pour un rien. Je suis hyper, je suis un vrai nounours quoi. Je D'accord. suis pas du tout quelqu'un de dur. Ouais. Voilà, Alors, on dirait quand même toi, tu crois pas à ce qui t'arrive, quoi. C'est quand t'as parlé c'est avec plus toi, que c'est- je suis T'es simple, quoi. T'es quelqu'un de simple. je suis simple, je suis chill et je suis un vrai bisounours. C'est cool. Il faut plus de gens comme ça. Est-ce que tu aurais des conseils pour ceux et surtout pour celles qui souhaiteraient commencer le vélo? Ils pensent que c'est inatteignable, inaccessible, trop difficile, dangereux. Alors. Ouais. J'ai plusieurs conseils. Le premier, en fait, c'est de ne pas brûler les étapes. L'erreur en VTT, c'est de brûler les étapes, de tomber, de se faire mal, de se faire peur Ouais. et de se bloquer. Et de plus jamais vouloir en refaire. Et en fait, c'est hyper difficile de juger au début ce qui est accessible ou pas pour toi. Et je dirais que si vraiment on n'a jamais fait de VTT, le mieux, c'est de commencer avec un moniteur qui en fait va direct donner les 2-3 tips Ouais. techniques qui vont faire que tu vas être en sécurité. Ouais, comment Et se fait ça, au final, quoi. Comme en ski. Ouais. En fait, en ski, c'est une norme d'aller à l'école de ski quand t'es Pour avoir petit une base, ou quand t'es quoi. adulte de Bien prendre sûr. un cours. Et en vélo, on n'a pas trop ce truc, sauf qu'en fait, c'est exactement pareil. Ouais. Et si t'as pas les bases en VTT, franchement, tu risques de te faire mal et de pas prendre de plaisir. Ouais. Donc, mon conseil, c'est souvent de faire comme en ski, quelques leçons, aussi bien en groupe sur une station de ski que en coach privé. Et c'est pas donné, je sais que c'est un investissement, mais c'est le meilleur moyen de débuter en sécurité. C'est clair. Et ensuite de faire une progression naturelle. On n'a pas besoin de s'équiper de ouf au début. Par contre, le casque, c'est la base absolue. Ouais. Un casque, si tu vas dans n'importe quel magasin, tu peux en trouver des Ouais. accessibles. Donc pour moi, c'est la base. Pas commencer sans au moins le casque. C'est clair. Et je dirais même, tu vois, des protections pour les genoux pour pas se faire mal bêtement C'est vrai. en débutant. Vérifier son vélo. Ouais. Je sais, pareil, ça c'est un petit investissement, mais le faire vérifier, tu vois, sur les trucs de base, les freins. La sécurité. La quoi, sécurité. surtout, Tu prendrais pas une voiture, tu vois, il n'y a C'est pas de clair. frein. C'est clair. Mais c'est pareil, donc c'est un peu les basiques. Et à partir de là, une fois que voilà, tu as tes petites bases, tu as un vélo qui fonctionne, tu as un équipement, tu peux aller te faire tes promenades, essayer de rencontrer des gens avec qui Bien sûr. rouler. Voilà. Donc je dirais que le VTT, ce qui est chiant,
c'est qu'il y a quand même un coût de départ qui est là. Ouais, c'est pas Il faut possible. un VTT. Après, attention, tu peux avoir un VTT complètement. Il n'y a Ouais. pas de problème Bien avec sûr. le fait d'avoir un VTT complètement basique, Ouais. Ouais. que tu achètes d'occasion. Il y a zéro stress Après, c'est là-dessus. sûr que la marge de Par contre, progression c'est la va être limitée, sécurité. quoi. Faut faire évoluer son matériel Ouais, avec c'est soi. ça. Et c'est là où moi, je regrette toujours que le VTT, voilà, c'est un coût d'entrée, on va dire. Le VTT, le casque, malgré tout. Ouais. Le fait de le faire vérifier. Le fait peut-être de prendre une leçon. Mais une fois que tu as fait quand même ce petit investissement Ouais. de départ, tu peux tout à fait faire du C'est VTT clair. par toi-même pendant plusieurs C'est années, clair. jusqu'à faire évoluer, tu vois, Ouais. ton VTT, ton C'est matos. clair. Donc en fait, voilà, c'est pour moi la base. Ouais. Mm. D'accord, c'est des bons conseils. Quels seraient tes essentiels dans la vie? Ça peut être tout et n'importe quoi. Bah, pour moi, c'est vraiment la famille, Ouais. c'est un gros essentiel. Donc je passe du temps voilà, avec ma mère, avec Cédric, Ouais. c'est un peu une base. Ouais. Et j'ai pas vraiment de trucs. Des trucs dont je ne te verrais pas vivre sans, tu vois. Ça peut être un objet, un plat, quelque chose. Franchement, à part ma famille et voilà, la mistinguette là qui arrête pas de s'étirer depuis tout à l'heure, qui dort très bien. Franchement, non, j'ai pas. Bah, mon vélo, bien sûr. Ouais, ouais, c'est clair. Mais en dehors de ça, non, j'ai pas franchement. Je suis pas très attachée au matériel, plus à l'expérience. Mm. D'accord, ok. Ben, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tu as des choses à ajouter, des sujets que tu voudrais traiter? Non, ça me semble être aussi un Ouais. très bon tour d'horizon. Ouais. Écoute, pour D'accord. moi, c'est tout Où bon. est-ce qu'on peut te retrouver? Ta chaîne, tu l'as déjà créée ou Non, pas je encore? ne l'ai pas encore créé. D'accord. Pour le moment, on peut me retrouver sur Instagram principalement. Et le projet de la chaîne YouTube sera lancé Je le partage. probablement avant le début des Coupes du Monde D'accord. au mois de mai. Ok, ça marche. Ben, je mettrai l'Instagram d'Isa sur la vidéo et dans la description. Ben, je te remercie en tout cas pour ce Merci à moment toi. partagé. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Ciao. Salut!